Pour remercier de vous être déplacé, pour remercier Stéphane Lhomme, directeur de l'Observatoire du nucléaire, d'être présent. La soirée, on l'a voulu ainsi. Stéphane va nous faire une présentation, comme à son habitude, certainement très riche et très dense. Après, on fera quand même deux petites prises de parole plus locales. La nôtre est faite Serre Toi-même, donc on est une association qui travaille beaucoup sur le climat. Et comme j'imagine, vous n'êtes pas sans l'ignorer, il y a beaucoup de gens qui considèrent que la lutte... allez, si vous... Non, mais est-ce que vous laissez la place comme la lutte antinucléaire serait antagoniste avec la lutte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, depuis un moment déjà, on tient à poser ce repère, même si ce n'est pas le cœur de notre travail au quotidien, l'antinucléaire, mais de dire quand même qu'il y a des associations qui travaillent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'adaptation de nos territoires, à l'atténuation du réchauffement climatique, qui peuvent être antinucléaires. Ça existe, contrairement à ce qui se tend à se répandre, je dirais. Notre association, en quelques mots, elle travaille à l'information, à la sensibilisation de nos concitoyens dans la connaissance technique et scientifique des choses, et puis elle suit les politiques locales. Et donc ça me donne l'occasion de dire que nous sommes notamment une des associations qui mène cette grosse lutte contre l'A133 à 134, donc il y a un projet de mobilité, d'autoroute à péage de 41 km 500 à l'est de Rouen, plus d'1 milliard d'euros, certainement en concession de services publics. Et ce que nous expliquons sur le champ des mobilités à nos concitoyens, c'est de dire que aujourd'hui, l'argent public, il se fait d'autant plus rare. L'actualité de l'Assemblée nationale est là pour le prouver, malheureusement, certainement, parce que, au vu des orientations qui vont être prises, mais en tout cas que l'argent public est devenu tellement rare qu'il faut l'investir à bon escient. C'est-à-dire dans une vision vertueuse du XXIe siècle et pas dans ce qu'on pourrait appeler une scorie du XXe siècle. Alors ça vaut pour les autoroutes et ça vaut aussi pour le nucléaire, parce que ces investissements majeurs qui sont à réaliser, j'en prie, allez-y, je crois qu'il reste quelques chaises au fond où on va vous en trouver. Eh bien, c'est un peu le même type de combat, au moins au niveau des priorités publiques sur la question énergétique. Je vais donc maintenant laisser la parole à Stéphane Lhomme. Je vais essayer de faire le lancement de la présentation, mais c'est ça? Absolument, oui. Je vais essayer de te mettre quand même en plein écran. Ça doit être ici. Voilà. Ah, ça je n'avais pas prévu, mais c'est pas grave. Vas-y, comment je vais te le baisser un peu. Donc bonsoir à toutes et tous. Je vais essayer de parler fort, puisqu'on m'a dit qu'on faisait sans micro, mais on peut faire sans micro. Donc vous voyez, évidemment, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La question est posée, nucléaire, stop ou encore, faut-il construire de nouveaux réacteurs, par exemple, à Penly en Seine-Maritime. Donc vous voyez le panneau sens interdit qui semble répondre à la tour de refroidissement de la centrale nucléaire, ce qui veut bien dire non, il ne faut pas faire de nouveaux réacteurs, c'est donc stop. Voilà. Je vous remercie, on peut passer aux questions. Vous voulez des précisions peut-être? Bon. Alors, je ne sais pas si c'est une centrale thermique ou nucléaire. C'était une tour de refroidissement. Donc, quel avenir pour le nucléaire? Vous voyez la vapeur d'eau qui décide un joli point d'interrogation. Sur Terre, en France et à Penly, bien entendu, ici en Seine-Maritime. Alors, vous voyez un article du novembre 2018 où notre cher président de la République, Emmanuel Macron, annonçait la fermeture de 14 réacteurs nucléaires en France d'ici 2035. Et abracadabra, quelques temps plus tard, Emmanuel Macron annonce la construction de 14 réacteurs nucléaires, à commencer par 2 à Penly. Alors, il s'est forcément passé quelque chose entre-temps. Donc il y a quelqu'un qui est venu voir Emmanuel Macron en lui disant « Monsieur le Président, ne le prenez pas mal, vous avez déjà le chiffre de bon, 14. Mais en fait, ce n'est pas arrêter 14 réacteurs, il faut construire 14 réacteurs. » Macron a dit « Ah bon, vous êtes sûr? Bon, mais écoutez, on va faire 14 réacteurs. » J'exagère à peine, le
haut personnel politique et d'une incompétence absolument totale en énergie et en nucléaire, entre autres. On se rappelle par exemple du débat de l'entre-deux tours des présidentielles Sarkozy-Royal, où les deux s'étaient vautrés lamentablement sur les questions de nucléaire, c'était ridicule. Donc là, bon, on est parti sur 14 réacteurs, dont 8 en option, donc 6 d'abord, et surtout 2 d'abord à Penly, en Seine-Maritime. Alors voici les gagnants, hein, donc Penly, ensuite, semble-t-il, si évidemment ça va à son terme, Gravelines, et puis Bugey dans l'Ain. Voilà. Alors là, on voit que c'est au bord de la mer pour avoir de l'eau, parce qu'on est dans une période où on va avoir de moins en moins d'eau. Et ils sont un petit peu joueurs, parce que si jamais ils font les 4 et qu'ils passent aux 6, ils les ont mis à un endroit où il n'y a pas d'eau, où déjà il n'y a plus assez d'eau pour refroidir les réacteurs de Bugey l'été. Et donc en rajoutant 2 EPR, bon, ils veulent jouer, on va voir. Mais enfin, je ne pense pas que ça ira jusque-là. Voici donc actuellement la centrale nucléaire de Penly, avec 2 jolis réacteurs qui fonctionnent depuis le début des années 90. Et puis vous avez la place pour 2 autres réacteurs. Mais comme les EPR annoncés sont plus gros, donc il va falloir faire des travaux gigantesques. Et d'ailleurs, plusieurs associations, Greenpeace, Sortir du nucléaire, une association locale, ont lancé des procédures pour essayer de stopper ce qu'ils appellent des travaux préparatoires, qui sont en réalité une façon détournée de commencer les travaux de la centrale. Voilà. Alors, donc, petit retour en arrière, regardez bien la date. 2009, EDF construira son réacteur nucléaire de nouvelle génération à Penly. C'était donc une décision du président Nicolas Sarkozy, qui avait dit, ça y est, EDF va faire un autre EPR, en plus de celui de Flamanville, dans la Manche, qui vient d'être finalement terminé et qui fonctionne royalement actuellement à 0,2% de sa puissance. On va voir s'ils arrivent à monter, sans tout faire exploser. Et donc ça, c'est une façon de rappeler que ce n'est pas parce qu'on a des annonces tonitruantes que ça se réalise, puisqu'évidemment, il n'y a jamais eu ce deuxième EPR à Penly, alors que pourtant, c'était sûr, c'était annoncé. Voilà. Alors, voici, vous pouvez voir le débat sur le nucléaire. J'ai moi-même participé à des dizaines, voire des centaines de débats, et je peux vous le dire, jamais personne n'a gagné ou perdu un débat sur le nucléaire, parce que celui qui est contre le nucléaire développe ses arguments, celui qui est pour développe ses arguments. À la fin, personne ne sait qui a gagné, qui a perdu. Et le citoyen ordinaire qui cherchait à savoir un peu, à se faire une idée, en général, il repart avec encore plus de questions. Donc c'est pour ça que je vais essayer de vous présenter les choses de manière objective. Je ne cache pas mon désamour pour l'industrie nucléaire, mais bon, je vais essayer de vous présenter ça avec des données en particulier qui viennent du camp d'en face, qui sont donc difficilement contestables par les gens du nucléaire, puisque ça vient de chez eux. Alors, depuis le début des années 2020, on a énormément de médias qui tentent de rénover, réhabiliter le nucléaire. Vous voyez par exemple ici, c'est le 20h de TF1, nucléaire, le retour en grâce. Le point, le retour en grâce du nucléaire. On pourrait faire aussi une conférence sur les médias, sur la façon dont ils reprennent en meute, comme on dit, ça a déjà été étudié, la même phrase parfois. Valeur actuelle, le retour en grâce du nucléaire. L'humanité, retour en grâce du nucléaire. Alors l'Express, ils n'avaient pas reçu la fiche, ils ont mis la revanche de l'atome, ils ont dû se faire tirer l'oreille, on leur a dit c'est le retour en grâce cette année. Les Échos, bien entendu, journal très pro-nucléaire, le retour en grâce du nucléaire. Vous voyez la créativité de nos médias libres et indépendants. Même le Fonds monétaire international, le retour en grâce du nucléaire. Radio France Internationale, le retour en grâce du nucléaire. Évidemment, l'AFP, qui depuis quelques années s'est transformée en agence de communication de l'industrie nucléaire. Le retour en grâce du nucléaire, un sommet à Bruxelles, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Alors, ça me permet d'ouvrir une nouvelle séquence nostalgie, parce que 20 ans plus tôt, déjà 20 ans, regardez, c'était alors par exemple RTL, le fait de jour, c'était le grand retour du nucléaire, parce qu'il y a 20 ans, c'était exactement la même chose, mais la formule n'était pas tout à fait la même, c'était le grand retour. Désormais, c'est le retour en grâce, mais là, c'était le grand retour. Vous voyez, Ouest France, le nucléaire annonce son grand retour. Courrier international, nucléaire, le grand retour. Donc là, à l'époque, tout le monde se copiait, c'était le grand retour.
Ils annonçaient d'ailleurs 240 réacteurs en projet dans le monde qui, 20 ans plus tard, devraient être là, et il n'y en a quasiment aucun, bien entendu. Voilà, donc c'est pour dire à quel point il faut se méfier des campagnes de communication qui nous assènent une vérité. Donc là, c'est paraît-il, le retour en grâce du nucléaire. Et évidemment, à l'époque, c'était sous la houlette de Anne Lauvergeon, la grande prêtresse de l'atome, qui avait reçu là en 2007, elle était lauréate de la catégorie manager. Voilà. Et alors, je vous passe très rapidement tout un tas de unes sur elle à l'époque, l'énergie du nucléaire, Lauvergeon, femme puissante, Lauvergeon, forte tête, la reine de l'atome. C'est encore tous nos médias libres et indépendants. Alors, ils y sont tous, l'Expansion, Challenge, Les Échos, Electron Libre, Atomic Anne, le mystère Lauvergeon, la femme la plus puissante du monde, etc. Et Dominique Seux, qui a une antenne libre sur le service public, alors que c'est un rédacteur en chef du quotidien Les Échos ultralibéral, lui, il avait dit « Areva est une vraie réussite et Anne Lauvergeon a un charisme exceptionnel ». Et peu de temps après, Areva faisait faillite et Anne Lauvergeon faisait preuve non pas de charisme, mais de rapidité, puisque depuis cette époque, elle est poursuivie par des juges d'instruction, mais elle est très rapide, ils n'arrivent jamais à la rattraper. Je me permets un petit retour. Vous voyez ce jeune militant incisif qui désigne Anne Lauvergeon du doigt en lui disant « Madame, vous faites des EPR qui vont coûter des sommes astronomiques à tous les citoyens de France. » Et aussi, j'avais porté des accusations sur les actes d'Areva au Niger en particulier, où nous, la France, nous puisons, nous pillons l'uranium depuis des années pour alimenter nos belles centrales nucléaires. Quelque temps après, avec mes amis de l'association de Tchernobyl à Bordeaux, elle était invitée par Juppé, donc on l'avait attendue, et regardez qui est là en face. Je recadre la photo. Est-ce que quelqu'un le reconnaît? C'est Édouard Philippe. C'est ma chérie qui l'a reconnu. Moi-même, je ne l'avais pas vu sur la photo. Et effectivement, il était là parce que c'était un bras droit d'Anne Lauvergeon. Alors, il était chargé de la corruption. Alors, pas officiellement, évidemment. Et quand il a été nommé Premier ministre, regardez, l'Observatoire du nucléaire a fait un article, c'est le plus vu de l'histoire de l'Observatoire du nucléaire, c'est monté en flèche. Donc Édouard Philippe impliqué dans le pillage de l'uranium du Niger par Areva et dans un conflit d'intérêts. Et regardez, il y avait même des médias qui avaient... voilà, Édouard Philippe soupçonné de conflit d'intérêts par l'Observatoire du nucléaire. Mais malheureusement, un petit peu comme Anne Lauvergeon, qui n'est jamais rattrapée par les juges d'instruction, l'affaire s'est évanouie. Mais paraît-il, il va être notre prochain président de la République. Donc peut-être qu'à ce moment-là, les médias, certains médias feront le travail et essaieront de savoir ce qu'il a fait exactement quand il était chez Areva. Et bon, je vous passe sur ça. Areva m'avait aussi poursuivi en procès. Donc, revenons à notre grand... Alors, le fameux grand retour du nucléaire de l'époque n'a jamais eu lieu. Et, précision très importante, ce n'est pas à cause de Fukushima. Parce que les gens du nucléaire disent, c'est vrai, il n'y a pas eu tous les réacteurs qu'on avait annoncés, mais il y a eu la catastrophe de Fukushima qui a créé un petit contretemps. Et vous allez voir, ça va redémarrer. Ce n'est pas vrai, c'est complètement faux. Je vous montre, voici la part du nucléaire dans la production mondiale d'électricité. En 2001, c'était 17,1%. Je vais vous montrer ensuite, après, comment on a les chiffres qui sont tout à fait officiels. Et vous regardez, Fukushima s'est produit en 2011. Donc voici le grand retour du nucléaire. Le nucléaire qui avance, qui monte. Voilà, pendant 10 ans avant Fukushima. Ça a continué après Fukushima, puisque désormais, en 2023, ce sont les derniers chiffres dont on peut disposer, le nucléaire ne produit plus que 9,1% de l'électricité mondiale. Donc vous pouvez même voir que la baisse du nucléaire était plus rapide avant Fukushima qu'après. Comment on peut expliquer ce mystère? Tout simplement parce que quand le total est de plus en plus bas, c'est difficile de descendre vite, évidemment. Donc on va dire que c'est une courbe asymptotique qui va continuer comme ça, qui va être de plus en plus basse, mais la baisse, elle, ne peut pas aller plus vite qu'au début. Donc voici la tête du grand retour du nucléaire et aussi du retour en grâce. Alors, les données, je les ai en particulier chez
l'Agence internationale de l'énergie. Hein. C'est elle qui produit ce document annuel qui malheureusement est arrêté depuis 2021. J'ai tous les documents depuis cette époque. Vous voyez que l'édition 2003 donnait les chiffres 2001 parce qu'il faut 2 ans pour recueillir toutes les données très précises. Et donc on voit que le nucléaire donc, faisait bien 17,1% de l'électricité mondiale en 2001. Je vous montre la deuxième. Non, là je suis parti dans l'autre sens. La deuxième, je ne vais pas vous montrer les 20 ou les 25 parce qu'on va y passer du temps. Mais vous voyez bien, l'année suivante, déjà 2002, on n'était plus qu'à 16,6. Ainsi de suite. C'est les chiffres de l'énergie ou de l'électricité? J'ai bien dit l'électricité. Hein. C'est l'électricité. Mais on va parler de l'énergie. Et tout ça pour aboutir donc au dernier numéro publié qui s'est arrêté, celui de 2021. Vous voyez que le camembert est présenté de manière différente, mais c'est toujours la même édition de l'Agence internationale de l'énergie. Et donc on voit qu'en 2019, le nucléaire n'était plus qu'à 10,4% de l'électricité mondiale. Depuis, on a d'autres moyens de trouver les données, avec en particulier Amber, qui est un think tank qui produit des dossiers extrêmement fouillés. Et donc vous voyez qu'en 2020, c'était plus que 10,1%. En 2021, 9,9. En 2022, 9,2. Voilà la part du nucléaire dans l'électricité mondiale qui ne cesse de se réduire. Et grâce à une publication récente, là qu'on peut trouver sur Connaissance de l'énergie, on a donc le chiffre dernier en date, c'est-à-dire 2023, qui nous dit que donc, la part du nucléaire dans l'électricité mondiale est passée de 17,1% en 2001 à 9,1% en 2023. Alors, le retour en grâce du nucléaire qui nous est annoncé tellement depuis quelques années, va-t-il réussir là où le grand retour, de toute évidence, on l'a vu, a totalement échoué? Alors, on a donc une offensive médiatique depuis quelque temps. On nous dit par exemple, l'opinion, le journal ultralibéral, jusqu'à 100 000 emplois créés par la relance du nucléaire, les fameux 14 réacteurs, au moins 6 annoncés par Macron. Le Figaro Économie, relance du nucléaire, la France ouvre le chantier du siècle, n'est-il pas? Agnès Pannier-Runacher, nous sommes en train de nous donner les moyens de relancer le nucléaire. Alors elle est très fière, alors pas de sexisme, il y a aussi des gens ridicules, des hommes très ridicules qui soutiennent le nucléaire. Là, regardez, moi je l'ai surnommé Tartarine des électrons, en référence évidemment au personnage ridicule de Tartarin de Tarascon. Regardez comme elle est fière avec son casque EDF, elle qui n'a jamais travaillé chez EDF. On dirait que c'est elle qui possède les centrales nucléaires, puisqu'elle était en charge. Alors après, elle s'est faite débarquer par Tartarin des électrons, puisque à la faveur du remaniement ministériel qui était avant la dissolution, il lui a piqué les centrales nucléaires, l'énergie et tout ça. Et d'ailleurs, regardez, il a mis le blouson EDF, lui qui n'a jamais travaillé chez EDF, je ne sais pas s'il a travaillé d'ailleurs tout court. Et donc, il lui avait piqué l'énergie. Mais tout en disant quand même que EDF doit tenir ses coûts. On va y revenir parce que c'est un petit problème pour l'industrie nucléaire. Voilà. Et depuis, suite à la dissolution, le nouveau gouvernement Barnier, donc Agnès a récupéré le nucléaire, elle est très fière. Alors, on a aussi un négationnisme par rapport à Fukushima pour évidemment expliquer que même quand il y a des catastrophes nucléaires, c'est pas grave et donc on peut faire du nucléaire. Donc vous avez Géraldine Wessner, qui est une journaliste du Point, qui vient d'ailleurs de produire un livre sur le nucléaire tout récemment, pour expliquer que tous les problèmes qu'il y a dans le nucléaire ont été causés par les méchants antinucléaires et écologistes. C'est sûrement nous qui avons saboté les chantiers des réacteurs EPR de Finlande, de Flamanville, voire même Superphénix. Enfin bon, voilà. En tout cas, bon, c'est une personne que je vous recommande, elle est pour le nucléaire bien sûr, mais les pesticides, les OGM, tout ce qui est bien. Voilà. Il y a cette dame aussi, regardez, Fukushima, l'atome n'a pas tué, sur LCI. Une autre aussi, Emmanuelle Ducrot, elle fait une chronique sur Europe 1, Voyage en absurdie. Donc là, pareil, elle dit Fukushima, 0 mort. Enfin, voilà. Même, parfois, ils ont osé dire même Tchernobyl, 0 mort. Donc tout est bon en Macronie pour essayer de faciliter les projets nucléaires. L'Assemblée nationale, donc en mars 2023,
a voté des peines durcies pour les intrusions dans les centrales. On pense évidemment à nos amis de Greenpeace qui font des actions spectaculaires pour essayer de dénoncer le nucléaire, qui parfois pénètre dans l'enceinte des centrales. Et donc maintenant, il y aura des peines de prison, des amendes beaucoup plus lourdes. On a eu aussi en mars 2023 un projet de loi d'accélération de l'énergie nucléaire. Ça veut dire qu'en fait, tout un tas de choses qu'il fallait respecter par rapport à l'environnement, par rapport à la consultation des citoyens, tout ça ou pratiquement est balayé de manière à aller plus vite parce qu'évidemment, la concertation, la démocratie, tout ça, ça fait perdre du temps, on le sait bien. Donc tout ça est balayé pour que les réacteurs nucléaires poussent vite. Et on a eu aussi la fusion de l'autorité de sûreté nucléaire avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui était dénoncé même par des groupes de droite, comme les Républicains. Et puis finalement, au moment du vote, vous voyez 260 pour, 259 contre, c'est passé. Et l'idée, là, c'est d'empêcher l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est constitué de gens qui ne sont absolument pas contre le nucléaire, mais qui font leur boulot, qui n'hésitent pas à pointer là où il y a des choses qui ne vont pas, où il faut faire des travaux dans les centrales nucléaires, ou des choses qui sont prévues dans les EPR qui ne vont pas. Et donc il s'agit de les réduire au silence, parce que, une fois de plus, ça fait perdre du temps, la sûreté, s'assurer que les réacteurs sont bien construits, ça fait perdre du temps. Et on dit, regardez, en Chine, ça va beaucoup plus vite. C'est vrai que les gens qui ont des avis divergents sur le nucléaire, en Chine, ils sont en prison ou morts. Et puis on a eu aussi, le nucléaire a intégré la liste des technologies vertes, écolo, au Parlement européen. Donc là, Macron a fait un chantage absolument terrible. Il a bloqué la directive sur les énergies renouvelables et il a dit aux autres présidents et chefs de gouvernement européens, disant « Je bloque les énergies renouvelables tant que le nucléaire ne fait pas partie des énergies propres. » Donc il a fini par emporter le morceau, mais qu'il ne se réjouisse pas parce qu'il restera toujours un tout petit problème. Ce n'est pas le Parlement européen qui va faire les chèques pour payer les réacteurs nucléaires. Ça, ils pensaient peut-être ça, mais en fait, ça ne va pas du tout se produire. Donc il reste toujours le petit problème qui paye. Alors, donc avec toutes ces choses, le négationnisme sur Fukushima, les lois pour tout accélérer, est-ce que le nucléaire, maintenant, suite à sa descente qu'on a vue, eh bien, va peut-être remonter, rentrer dans une période radieuse? Alors, on a quand même regardé l'industrie nucléaire qui s'est réunie avec tout un tas de dirigeants et qui dit l'industrie nucléaire doit traduire maintenant les ambitions en réalité. Parce que c'est bien beau de parler, de dire on va faire du nucléaire, on va faire. Regardez Macron qui a mis évidemment aussi son casque d'EDF, puisqu'il a peut-être travaillé chez EDF, on ne sait pas, en secret. Nucléaire, entre la parole et les actes. Les syndicats d'EDF appellent à traduire en actes le discours de Belfort où Macron annonçait les fameux 14 réacteurs nucléaires. Donc tous ces gens disent c'est bien beau de parler, de dire on va faire, mais il faut maintenant passer à la réalité. Et ça nous renvoie à 2009. Regardez, Anne Lauvergeon, dans un grand regroupement aussi international d'industrie du nucléaire, disait maintenant il faut passer de la parole aux actes. Parce que tous ces gens-là disaient il faut faire des réacteurs nucléaires, mais qui c'est qui commence? Et là, voilà. Alors qui a commencé? C'est Anne Lauvergeon finalement, puisqu'elle a offert un réacteur nucléaire à la Finlande quasiment gratuit. Et elle devait le construire en 4 ans, et ça a mis 20 ans pratiquement pour être construit. Alors, où on en est du nucléaire actuellement dans le monde? On a vu tout à l'heure que la part du nucléaire dans la production mondiale d'électricité était tombée à 9,1%. Vous voyez déjà la répartition de la consommation totale d'énergie. Là, on ne parle plus seulement d'électricité. Alors malheureusement, parce que ça c'est la triste réalité, pétrole c'est 40% de la consommation mondiale d'énergie, gaz 16%, charbon pratiquement 10%. Donc on est à les 2 tiers, 66% de la consommation mondiale d'énergie, pétrole, gaz, charbon. Et c'est pas tout. Vous voyez ici l'électricité. Eh bien, vous avez les 2 tiers de l'électricité, c'est aussi du pétrole, du gaz et du charbon. Principalement du charbon et du gaz, un petit peu de pétrole. Ce qui fait qu'actuellement, sur Terre, on fonctionne, nous, les êtres humains, tous les pays, en moyenne, à 80% de notre consommation d'énergie.
c'est pétrole, gaz, charbon. Donc il faut évidemment, si on veut réduire ça par rapport aux pollutions, aux émissions de CO2, il faut absolument développer autre chose. On va voir qui peut permettre, en particulier, de sauver le climat, puisque c'est comme ça qu'on nous présente le nucléaire comme une arme pour sauver le climat. Mais rappelez-vous, le nucléaire, aujourd'hui, c'est 9,2 et même 9,1% de l'électricité mondiale, ce qui donne ça. Voici la part du nucléaire dans la consommation mondiale d'énergie. À peu près 1,8% de la consommation mondiale d'énergie. Et comme on l'a vu, c'est une part qui ne cesse de baisser. Donc on a vu que c'était la part dans l'électricité, mais forcément c'est la même chose dans l'ensemble. La part du nucléaire ne cesse de baisser. Et c'est cette part-là qui doit sauver le climat, la planète, la galaxie. Voilà. Donc vous avez forcément des gens qui disent « Bien écoutez, puisque la part du nucléaire est tellement faible, il faut la faire augmenter. » Vous voyez Jean-Marc Jancovici, avec ses centrales et ses déchets nucléaires. Évidemment, c'est la solution, puisque le nucléaire doit sauver le climat et qu'il ne fait que baisser. Faisons augmenter le nucléaire. Je le rappelle, c'est passé de 17 à 9%. Alors, est-ce qu'elle va continuer à baisser, cette part, ou au contraire remonter ? On nous a beaucoup parlé, vous en avez forcément entendu parler récemment, des SMR, les petits réacteurs modulables. Alors c'est très marrant parce que pendant des années, on nous a dit qu'il faut faire des gros réacteurs. Parce que quand vous faites un réacteur nucléaire, que ce soit un gros ou un petit, vous avez des coûts qui sont relativement comparables. Bon, c'est plus cher le gros réacteur, mais pas beaucoup plus cher qu'un petit. Donc il faut un gros parce que lui va produire beaucoup plus d'électricité et il va être rentable alors que le petit, évidemment, lui, produisant peu pour un coût proportionnellement plus élevé, il ne sera pas rentable. Et là, tout d'un coup, on nous dit non, mais il faut faire des petits réacteurs, c'est ça qui va être génial et ça sera rentable parce qu'ils vont être faciles à construire, pas chers, etc. Donc de belles paroles. Alors, il y a toujours des gens, évidemment, pour avoir un mauvais état d'esprit. S'ils voient le jour, les petits réacteurs nucléaires modulaires produiront une électricité ruineuse. Voilà, c'est une tribune dans Le Monde du directeur de l'Observatoire du nucléaire, donc excellente tribune que je vous recommande. Voilà. C'était en octobre 2021. Que s'est-il passé depuis ? Eh bien, vous voyez, nucléaire, les petits réacteurs essuient un revers aux États-Unis. C'est diplomatique de parler comme ça, c'est les échos. C'est pas un revers, c'est un désastre. C'était le seul projet, c'est NuScale, de SMR avancé et qui était même reconnu par l'autorité de sûreté américaine, la NRC. Et en fait, une fois qu'ils ont mis à jour toutes leurs données, tous les clients qui s'étaient inscrits, c'est-à-dire principalement des collectivités territoriales américaines et des entreprises, se sont retirés parce que, une fois qu'ils ont fait le bilan, l'électricité qui leur aurait été vendue si le projet était allé au bout était totalement ruineuse, inaccessible. Et donc, c'est effondré, il n'y a plus de projet réel, à part à nouveau beaucoup de paroles, beaucoup de déclarations, mais il n'y a plus de projet réel de SMR aux États-Unis, qui est un des principaux pays du nucléaire, avec la Chine et la France, par exemple. Alors, heureusement, évidemment, la France est là, la France, grand royaume du nucléaire. Neward, le rejeton d'EDF, c'est le SMR d'EDF, se pose en leader européen. Attention, hein. Et même, d'ailleurs, l'Union européenne, sous la pression de Macron, a autorisé une aide de l'État français de 300 millions d'euros pour Neward, le SMR français. Et pas de chance, SMR, encore un revers pour EDF, vous voyez. Et donc, même l'usine nouvelle, là, pourtant extrêmement favorable au nucléaire, 1er juillet 2024, EDF abandonne son projet de technologie de SMR. Alors, ils ont dit qu'ils allaient essayer de le reconfigurer, de l'améliorer. C'est une façon diplomatique de ne pas reconnaître que c'est... Ils arrêtent tout pour toujours la même raison, la calculette. Ah, c'est pas trop cher, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Alors, on a un contre-exemple que les gens du nucléaire nous mettent en avant, c'est que les Russes ont mis 2 tout petits réacteurs sur une barge. C'est complètement fou. Sur la barge. Donc, et ils ont amené ça en Sibérie. Mais ça ne prouve pas du tout que c'est rentable. Ils font ça parce qu'ils ont besoin de cette électricité à cet endroit-là pour de l'extraction de minerais dont ils ont absolument besoin en Sibérie. Donc, si vous voulez, ils acceptent le fait de perdre de l'argent avec leur production d'électricité pour une raison très particulière, spécifique. Ça, vous pouvez le mettre en place pour
un projet très particulier, mais certainement pas généralisé, parce que là, ça serait une faillite totale. Donc, ce n'est pas cet exemple fou de la barge qui va changer l'avenir des SMR qui n'ont pas d'avenir. Donc, exit les petits réacteurs, ben, il nous reste évidemment les gros. Alors, maintenant, je vous propose de nous reporter à ce document remarquable qui s'appelle The World Nuclear Industry. C'est un rapport qui est fait tous les ans par des experts alors, qui sont dits critiques du nucléaire, mais même les gens du nucléaire reconnaissent la qualité absolument extraordinaire de ce document qui est publié tous les ans et qui donne des statistiques extrêmement fouillées qui font que parfois même l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est ralliée aux données en disant effectivement ce document a raison. Alors, ce qu'on peut voir dans ce document qui est paru tout récemment, le dernier, de 2024, eh bien, c'est que l'âge moyen des réacteurs nucléaires, il y a 408 réacteurs en service actuellement sur Terre, ils ont un âge moyen de 32 ans. Et l'âge moyen auquel est fermé un réacteur nucléaire depuis le début de l'ère nucléaire sur Terre, c'est 28 ans. Alors, si on respectait le chiffre, ça veut dire qu'ils seraient presque tous fermés, donc ce n'est pas le cas puisqu'il en reste 400, mais parce que les réacteurs plus récents ont sûrement une durée de vie un peu plus longue, et puis les autorités de sûreté nucléaire accordent des prolongations de durée de vie de façon souvent assez irresponsable, mais enfin, on va voir ce que ça va donner. Ce qui fait que, si vous voulez, l'industrie nucléaire gagne du temps, prolonge autant qu'elle peut les réacteurs existants, mais quand vous savez que l'âge moyen est de 32 ans et que l'âge moyen de la fermeture est 28 ans, vous voyez bien que l'épée de Damoclès ou le couteau sous la gorge de l'industrie nucléaire est là, et énormément de réacteurs vont s'arrêter dans les années à venir. Donc voici toujours extrait du même document. Voici les prévisions donc sur des réacteurs pour le moment qui vont être mis en service, rajoutés, et tous les réacteurs dont on sait qu'ils vont fermer. Et donc, d'ici 2030, c'est-à-dire sur le plan de l'énergie, c'est demain matin. 5 ans, c'est vraiment très très proche. Eh bien, la différence entre les réacteurs qui vont entrer en service et ceux qui vont être enlevés, c'est 65 réacteurs. Donc vous imaginez, sur 400 et quelques réacteurs en service sur Terre, il y en a environ, et peut-être même plus, 65 qui vont être en moins dans les 5 ans qui viennent. Donc vous pouvez être certain déjà que la part du nucléaire dans l'électricité et donc dans l'énergie mondiale va continuer à descendre. Alors, vous avez aussi, c'est tout récent, des projets maintenant de relancer des réacteurs arrêtés. Donc il y a un premier, et là vous voyez la Société française d'énergie nucléaire s'est gargarisée en disant le réacteur de Palisades dans le Michigan, près de Detroit, va être relancé. Il est arrêté depuis 2022, donc depuis pas tellement longtemps. Pas de chance, vous voyez, c'est tout récent, ça date du 2 octobre, donc il y a quelques jours. Donc un rapport américain indique que la corrosion dans ce réacteur de 800 MW qu'il voulait relancer est bien supérieure aux estimations. Et donc, en fait, la mise en service demanderait des travaux absolument gigantesques, d'un coût, une fois de plus, gigantesque, ce qui fait que ce réacteur ne sera pas relancé. Vous avez un deuxième projet, regardez. La centrale accidentée de 2 Mile Island va revivre grâce à Microsoft. Alors, les géants de l'industrie numérique, Microsoft, Apple, etc., en plus avec le développement de l'intelligence artificielle, ont des besoins d'électricité délirants, avec des centres, des serveurs qui stockent des données en quantité astronomique. Et donc, c'est bientôt, ce sera les premiers consommateurs d'énergie et d'électricité du monde. Et donc, du coup, Microsoft veut racheter un réacteur nucléaire. Alors là, les journalistes mélangent un peu tout, parce que dans cette centrale de 3 Mile Island, il y a 2 réacteurs. Un qui a effectivement été accidenté très gravement en 1979. Ça n'a pas explosé, mais ça a frôlé. C'était un prémisse avant Tchernobyl. Et à côté, il y avait un autre réacteur qui a fonctionné 40 ans de plus, et qui a été arrêté en 2019. Et donc, c'est celui-là que Microsoft veut racheter et éventuellement relancer. Mais moi, je pense qu'on va se retrouver avec à peu près la même chose que le réacteur du Michigan. Ça m'étonnerait énormément que ça redémarre.
Et dans tous les cas, bon, c'est pas ça qui va sauver l'industrie nucléaire. Vous savez, si Microsoft achète un réacteur et Apple un autre, ça fera peut-être 2 réacteurs, mais c'est pas ça qui va changer le cours des choses. Et aussi récemment, là, un réacteur en Belgique qui devait être prolongé de 10 ans ou plus, eh bien, ils se sont aperçus que le béton de l'enceinte de confinement était très endommagé. C'est tout récent, hein, c'est 30 septembre, vous voyez. Et donc là, c'est pareil, ça ne redémarrera pas probablement. Ça, c'est un document que j'ai récupéré sur une association totalement pro-nucléaire qui s'appelle Sauvons le climat. C'est une tromperie, ces gens-là ne sont pas là pour sauver le climat, ils devraient s'appeler Sauvons le nucléaire, mais comme ça se verrait trop, ils appellent ça Sauvons le climat. Et ils ont fait ce document pour se désespérer en disant, regardez, 26 réacteurs nucléaires ont été fermés entre 2019 et 2022. Donc ils faisaient le point, là, ils faisaient toute la liste. Et donc on voit que même eux, ils reconnaissent, et pour se désespérer évidemment, mais qu'il y a énormément de réacteurs qui sont fermés. Et comme vous avez vu, cette désescalade va s'accélérer de plus en plus. Alors, beaucoup de fermetures et de fermetures définitives de réacteurs vieux, et peu de nouveaux réacteurs vont être construits. D'après l'Agence internationale de l'énergie atomique, on a actuellement 62 réacteurs nucléaires en construction sur Terre. Alors, du point de vue antinucléaire, ça fait 62 fois mal au ventre, ça fait pleurer 62 fois, mais en réalité, sur le plan macro-industriel et économique, c'est dérisoire. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié il y a quelques jours sur les énergies renouvelables explique que d'ici 2030, c'est-à-dire dans très très près, il va y avoir sur Terre l'équivalent de 5500 réacteurs nucléaires, rien qu'en énergie renouvelable, l'équivalent de 5500 réacteurs nucléaires. Et pendant ce temps, on a 62 réacteurs qui d'ailleurs ne seront pas finis pour la plupart en 2030. Donc vous voyez que c'est complètement dérisoire par rapport à l'envol des énergies renouvelables. Je précise bien que je n'entre pas ici dans la discussion de savoir si les énergies renouvelables ont elles aussi des défauts. Elles en ont. On a parfois des sociétés qui posent des parcs éoliens sans le respect des populations, ça on le sait très bien. Donc là, si on rentre dans ce débat, on va avoir besoin de beaucoup de temps. Donc là, à nouveau, j'essaie de vous présenter les choses de façon brute, voir la marche du monde, la marche de l'énergie, pour voir ce qui est en train de se passer, ce qui n'empêche pas évidemment à d'autres moments de se poser la question. C'est très important de savoir par rapport à l'éthique, etc. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a sûrement des défauts aux renouvelables, mais ils sont quand même beaucoup moins graves que ceux du nucléaire, avec les catastrophes, les déchets, etc. Donc voici les réacteurs en construction sur Terre. Vous voyez que la plupart sont en Chine. Un petit peu en Inde, et après, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà. Donc, on a eu tout récemment des articles disant des moyens gigantesques. La Chine dope son programme nucléaire parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire 11 réacteurs nucléaires de plus que prévu. Alors à nouveau, les gens qui n'aiment pas le nucléaire, ça fait 11 fois mal au ventre. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est comme sur le reste du monde, mais encore plus en Chine, le boom exceptionnel des renouvelables en Chine. Vous voyez, regardez, le nucléaire actuellement, c'est 4,7% de l'électricité en Chine, alors qu'on nous dit que c'est vraiment le royaume du nucléaire, ils font des réacteurs partout, etc. Les renouvelables sont déjà 32% entre l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire. Et la part des renouvelables est en train de monter de façon totalement exponentielle. Voici le chiffre qui provient de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pour eux, donc, ils disaient en 2022, ils étaient à 5% de l'électricité chinoise produite par le nucléaire. Voici le nucléaire dans l'électricité chinoise. Je vous rappelle que par rapport à l'énergie, il faut diviser à peu près par 5. Ça veut dire que le nucléaire, c'est 1% de la consommation d'énergie en Chine. Donc ça, c'était 2022. Et regardez, ils reconnaissent bien que ça baisse, puisqu'en 2023, ils annoncent 4,9. Donc vous voyez, même en Chine, le prétendu Eldorado du nucléaire, la part du nucléaire diminue. Et elle est très faible et elle diminue. Alors, la France, évidemment, vous voyez ce pays jonché de réacteurs nucléaires. Après tout, la France pourrait dire, ben, écoutez, peut-être que partout ailleurs, on se dirige vers la fin du nucléaire et l'ère des renouvelables, mais pourquoi pas, nous, on va rester dans le nucléaire, on va faire plein de réacteurs, on a le droit, on va voir. Hein. Donc il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans à peine, on avait 32 réacteurs sur 56 arrêtés.
C'était la fameuse affaire de la corrosion sous contrainte, avec tout un tas de circuits de sécurité, de sûreté qui étaient fissurés, qui présentaient des corrosions très importantes et qui risquaient de ne pas fonctionner en situation accidentelle. Or, c'est bien en situation accidentelle qu'on a besoin des circuits de sécurité. À ce moment-là, en plus, au même moment, la guerre en Ukraine a commencé, on avait des bombardements autour de la centrale de Zaporizhzhia. Le prix de l'électricité a donc explosé en Europe et en France. Et là, évidemment, comme le regrette Le Point, cette crise aurait dû être le moment de gloire du nucléaire français. Avec la guerre en Ukraine, la France, avec ses réacteurs, aurait dû sauver à nouveau l'Europe, le monde, la planète et la galaxie. Pas de chance, il y avait 32 réacteurs arrêtés. Heureusement que nos voisins étaient là, avec leur propre source d'électricité, pour nous sauver. Entre autres, la France a énormément importé à ce moment-là cet inquiétant manque d'électricité qui nous oblige à importer. Donc il est de bon ton de dire beaucoup de mal des Allemands en particulier. Alors on sait qu'ils sont très méchants, ils nous ont envahis plein de fois. Hein. Et ils ont encore aussi, malheureusement, pas mal de centrales électriques au charbon. Mais enfin, les gens du nucléaire, ils n'ont pas refusé l'électricité allemande au charbon quand tous les réacteurs français étaient arrêtés. Et heureusement, les Allemands, malgré les difficultés de leur plan, puisque avec la guerre en Ukraine, ils ont été obligés de tout réviser, puisqu'ils s'étaient en partie basés sur le gaz russe, ils ont repris leur marche en avant et font progresser énormément. D'abord, ils ont définitivement arrêté le nucléaire, ils sont à 0%, et ils continuent à faire baisser le recours au charbon et au gaz. Et donc, ils avancent pendant que nous, on avance aussi, mais dans une voie de garage, le nucléaire. Alors, vous avez eu une excellente tribune dans l'excellent magazine Reporter qui explique le nucléaire français, un effondrement qui vient de loin. Donc, j'explique. En fait, le problème pour la France, un des problèmes pour le nucléaire français, c'est qu'en fait, EDF a construit à peu près 60 réacteurs nucléaires pratiquement en même temps, en très peu de temps, en tout cas en quelques années, dans les années 70-80. Et le problème, c'est ce qu'on appelle l'effet de falaise. C'est-à-dire que vous avez vous avez ce parc nucléaire, là, et le temps passe, et puis donc, ça vieillit, et au bout, ce qu'on appelle la falaise, c'est quand les réacteurs arrivent en fin de vie. Et donc, hop, tout le monde tombe et il ne reste plus rien. Alors, on n'en est pas encore tout à fait là, mais cette construction très rapide de 60 réacteurs nucléaires nous a été présentée pendant des décennies comme un exploit extraordinaire, ce qui, du point de vue industriel, est totalement vrai. C'était malheureusement un très grand exploit industriel, mais c'était une erreur stratégique énorme, parce que si EDF avait construit ces réacteurs de manière beaucoup plus espacée dans le temps, ils auraient un parc beaucoup plus étalé, et quand le premier serait tombé en bas de la falaise, eh bien, ils auraient pu enchaîner par la construction d'un pour le remplacer, et ça aurait été de façon très échelonnée. Or, ce qui se passe, c'est actuellement, tous les réacteurs arrivent vers la fin de vie en même temps. Il sera évidemment impossible de les financer tous en même temps. Et puis surtout, EDF, entre-temps, a perdu les compétences. S'ils avaient continué tout le temps à faire des réacteurs, et comme je disais, à commencer à renouveler quand le premier, et puis ainsi de suite, ils auraient gardé les compétences. Or, il y a 25 ans, entre le début du chantier du dernier de ces réacteurs, celui de Civaux dans la Vienne, et le début de l'EPR de Flamanville. 25 ans, donc en 25 ans, tous les gens qui avaient participé à la création du plus ancien étaient partis à la retraite, et donc EDF maintenant ne sait plus fabriquer de réacteurs nucléaires. Alors, allons-nous construire des EPR? Vous voyez la photo de l'EPR. Donc, la Cour des comptes a évalué l'EPR de Flamanville à 19 milliards, c'était en 2020. Il a encore eu plein de retard. Actuellement, il a démarré, donc il est à 0,2% de puissance. Ils ont été obligés de l'arrêter 2 fois quand même et de remonter à 0,2. Et donc, je pense qu'on doit maintenant s'approcher des 23, 24, peut-être 25 milliards pour un réacteur qui devait coûter 2,8 milliards à l'origine. On voit souvent le chiffre de 3,3, mais moi j'ai un document d'EDF d'époque où c'était 2,8. Enfin, on n'en est plus à quelques centaines de millions d'euros près. Hein. Voilà. Alors, on a aussi 2 EPR en construction en Grande-Bretagne, à Hinkley Point, ce qui a permis aux gens du nucléaire de dire « Regardez, notre EPR, il n'est pas si mauvais puisque les Anglais nous l'ont acheté. » Il ne faut quand même pas oublier que pour que ça se produise, EDF a d'abord acheté l'EDF britannique,
British Energy, qui est devenu EDF Energy, et ensuite EDF Angleterre a acheté 2 EPR à EDF France. C'est comme ça que la France exporte des réacteurs nucléaires. Donc on est en train, nous, la France, tous les Français, nous sommes en train de construire 2 réacteurs qui suivent un parcours tout aussi catastrophique que celui de Flamanville. Regardez, EDF annonce un nouveau surcoût de 7 à 9 milliards pour les EPR d'Hinkley Point. C'était en janvier 2024. Et c'est en train d'exploser toutes les factures et tous les délais. Et il faut savoir que les contrats passés entre EDF et le gouvernement britannique étaient extrêmement favorables à EDF à condition que le chantier se passe vite, et extrêmement défavorables à EDF, donc à nous, si le chantier prenait du retard. Et c'est évidemment ce qui est en train de se passer, et nous allons payer très cher. Déjà qu'on va payer très cher pour beaucoup de choses, et en plus, il faudra payer pour les déboires du nucléaire pseudo-britannique, puisqu'il est français. Et alors, encore mieux, les futurs EPR, les fameux EPR2, dont 2 sont prévus à Penly, eh bien, alors qu'ils n'existent encore même pas, qu'ils n'existent que sur le papier, ils font déjà des exploits en surcoût, puisque, vous voyez, en mars 2024, il y a quelques mois, on nous a annoncé que leur facture prévisionnelle, puisque les chantiers sont loin d'être commencés, a augmenté de 30%. Alors au début, on les annonçait pour les 6 réacteurs à 40 milliards. Après, on nous a dit non, ça sera 51,7 milliards. Et là, donc, en mars, on a dit non, en fait, finalement, ça sera 67,4 milliards. Et je peux vous dire que ce n'est pas terminé, loin de là. Alors, autre chose aussi, c'est que l'EPR2, si jamais il est construit, gardera des tares de l'EPR, par exemple des vibrations très importantes dans des parties du réacteur dont ils n'ont jamais pu déterminer la cause. Et donc, on sait déjà que ça se retrouvera sur l'EPR2. C'est déjà trop tard pour tout changer, donc voilà. Et récemment aussi, on a vu que la Pologne veut faire des réacteurs nucléaires, ce qui est une très mauvaise idée. Mais parmi les très mauvaises idées, il y en a des encore plus mauvaises qui auraient été de commander des EPR français. Et donc les Polonais ont pris, bien qu'étant dans l'Union européenne, ils ont pris des réacteurs américains, l'AP1000 de Westinghouse, qui lui-même a connu des très graves déboires en construction. Il devait y en avoir des dizaines, voire des centaines aux États-Unis. Finalement, il n'y a que 4 chantiers, 4 réacteurs qui ont été lancés. 2 qui ont été arrêtés au milieu, en Virginie, je pense, et en Géorgie. Et en Caroline du Sud, il y en a 2 qui ont finalement été terminés avec des coûts astronomiques. Mais moins quand même, a priori, les dérives étaient moins pires que les EPR. Donc les Polonais ont pris ce réacteur. Et aussi, tout récemment, il y avait un appel d'offres pour des réacteurs en Tchéquie. Alors, à nouveau, on pourrait se répertorier à ce que je vous montrais au début. La Tchéquie avait déjà annoncé des réacteurs nucléaires il y a 15 ans, qui seraient prêts et qui fonctionneraient au début des années 2020. Donc ils sont toujours au point zéro. Donc ça, nouvelle annonce, ils viennent de faire un appel d'offres. Et évidemment, EDF s'est présenté avec des EPR 1200. C'est-à-dire, vous savez, l'EPR, il a une puissance de 1650 MW, mais les Tchèques voulaient des réacteurs de maximum 1200 MW. Donc, qu'à cela ne tienne, EDF a dit, pas de problème, on va vous faire des EPR 1200, mais qui n'existent pas. Donc, évidemment, les Tchèques ont dit non merci, et ils ont pris des réacteurs coréens. Et voilà, et là, j'ai plus d'images, alors je ne sais plus ce que je dois vous dire. Heureusement qu'on arrive vers la fin. Ça va redémarrer ou... Ouais, je pense qu'il y a eu un problème d'interruption. Le problème, c'est que comme je sais que ça défile, je n'ai pas appris le défilé dans ma tête. Il suffit que je vois l'image pour que ça enchaîne. Et si je ne vois pas l'image, c'est une catastrophe. Toujours est-il donc que, contrairement à ce qu'on nous raconte souvent, c'est que le monde entier nous admire et veut nos réacteurs nucléaires, c'est le contraire. Il n'y a qu'en France qu'on nous dit ça. Partout ailleurs, l'industrie nucléaire française, elle a risé. C'est cette industrie qui n'arrive même pas à construire ses propres réacteurs, que ce soit en Finlande, à Flamanville, etc. Ouf, sauvé. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que je me réjouis que les Coréens fassent des réacteurs en Tchéquie, si jamais ils les font, mais en tout cas, il vaut mieux pour eux prendre des réacteurs tchèques que des EPR. Tant pis pour l'endroit où il y aura des EPR, peut-être à Penly. Alors bon, par contre, ça ne passe plus. Ça, c'est très embêtant.
peut passer manuellement peut-être. Ouais. Faire ça avant de s'en sortir. Bah non. C'est bloqué. J'arrive. Ah oui, ça c'est un sabotage. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et donc, finalement, la question, toujours la même, qui veut mettre des milliards dans la construction de réacteurs nucléaires? Regardez, le gars qui jette de l'argent, ça doit être sûrement un dirigeant politique français qui jette l'argent par les fenêtres. Pratiquement personne. Regardez, en Angleterre, comme ils vont gagner beaucoup, enfin, EDF va payer très cher. Eh bien, ils ont dit on va en faire d'autres réacteurs et ils ont demandé par exemple à Nest, c'est l'organisme des retraites de la fonction publique britannique, de mettre l'argent des retraites dans les réacteurs nucléaires. Et là, Nest a dit non, hors de question, pas d'argent dans le nucléaire, surtout pas dans le nucléaire français. Et alors, rappelez-vous, l'AFP, un sommet à Bruxelles marque le retour en grâce du nucléaire. Alors ça pourrait laisser penser que, justement, à cause de toutes les manœuvres de Macron à Bruxelles, que effectivement ça va permettre de relancer le nucléaire. En réalité, c'est les Échos qui ont vendu la mèche, journal pourtant pro-nucléaire. Opération de charme autour du nucléaire à Bruxelles, en quête de financement. En fait, c'était un rassemblement de mendiants. Alors des mendiants très importants avec des cravates, des mendiants très riches, hein, mais ces gens cherchent désespérément de l'argent pour faire des réacteurs nucléaires. Or, rappelez-vous, l'Auvergne en 2009. Et maintenant, il faut passer de la parole aux actes. Et tout le monde qui était là. Alors, regardez, en termes de mendiants, Macron, la France veut que la Suisse participe au financement de ces nouvelles centrales nucléaires. Macron a grondé les Suisses en disant il faut mettre de l'argent dans nos centrales. Et les Suisses ont dit mais non, hors de question. La Grande-Bretagne doit payer plus pour Hinkley Point, pour les EPR, dit la France. Les Anglais ont dit mais pas du tout, les contrats ont prévu que s'il y avait des dérapages, c'est EDF qui allait payer. Nous, on ne rajoute pas un penny. Évidemment, vous voyez que la France mendie, essaie de trouver de l'argent, la France, les dirigeants français, pour faire des réacteurs nucléaires. Et vous avez les réticences de la Banque européenne à investir dans le financement du nucléaire. Réticence, à nouveau, c'est très diplomatique, c'est niette. Et d'ailleurs, notre chère amie Géraldine Wessner, la journaliste du Point, là, qui est fanatique du nucléaire, elle vient de faire un article pour se désespérer. Europe du nucléaire, en arrière-toute. Les portefeuilles stratégiques de l'énergie et de la transition écologique ont été attribués à 2 anti-nucléaires notoires, un camouflet pour la France, c'est-à-dire que les manœuvres de Macron à Bruxelles n'ont servi à rien. Et en fait, bon, c'est pas qu'il s'agisse d'anti-nucléaires, mais vous avez vu le développement massif des énergies partout sur Terre et en particulier en Europe, c'est les énergies renouvelables. Alors, pour essayer de sauver le nucléaire, le gouvernement français, en novembre 2023, a mis en place un tarif sur mesure pour EDF. Voilà, Bruno Le Maire confirme un accord entre l'État et EDF sur un prix de référence pour l'électricité nucléaire. Donc ils ont monté une usine à gaz qui faisait en sorte que les entreprises allaient s'inscrire pour commander à l'avance pendant des années de l'électricité nucléaire pour d'EDF, y compris pour des nouveaux réacteurs. Et regardez, il y a encore eu des articles récemment. Les négociations sont décevantes entre EDF et les grands industriels, sont plus que décevantes puisqu'il y a 0 contrat. Cette manœuvre n'a pas fonctionné. Personne ne veut investir dans le nucléaire qui doit, en particulier dans les EPR de Penly, qui doivent produire de l'électricité. Alors disent-ils 2035, mais on sait que si jamais les réacteurs sont construits, ça sera déjà un miracle si c'est en 2040. En tout cas, aucune entreprise ne veut s'inscrire en disant nous, on veut bien, dans quelques années, prendre l'électricité des nouveaux réacteurs. Voilà. La réalité, c'est que partout sur Terre, le nucléaire et les autres énergies sont balayés. La capacité mondiale de production des renouvelables a augmenté de 50% en 2023. 86% des nouveaux moyens de production d'électricité sur Terre sont des renouvelables. Tous les ans. 86%. Et ça monte, ça va passer à 90%. C'est-à-dire que c'est un véritable tsunami. Voici la tête de la courbe. Ça, c'est la production du nucléaire qui stagne depuis de nombreuses années. Ça, c'est la production nette. Mais rappelez-vous, donc, le pourcentage, lui, descend, puisque pendant ce temps, les autres augmentent. Et voici la tête de... C'est le total éolien plus solaire. Donc voilà, là, c'était 2022, on doit être déjà là.
hein. Et là, c'est qu'une partie des renouvelables, puisqu'il faudrait ajouter l'hydroélectricité et plein d'autres. L'hydroélectricité qui produit beaucoup plus que le nucléaire sur Terre depuis très longtemps. En 2030, la moitié de l'électricité mondiale proviendra des renouvelables. C'est le Figaro Économie qui nous le dit, un journal totalement pro-nucléaire, donc si on peut leur faire confiance. Et là, tout récemment, ça date du 9 octobre 2024, vous voyez, on est très à jour, hein. Donc l'Agence internationale de l'énergie a appelé les pays riches à aider les pays pauvres à financer, parce que actuellement, pour 2030, la courbe, c'est que les renouvelables vont voir leur capacité multipliée seulement par 2,7. Ils voudraient plus multiplier par 3. Hein, donc si les pays riches voulaient bien aider un petit peu, et donc c'est-à-dire que à nouveau les renouvelables explosent totalement partout sur Terre. Pendant ce temps, le prix du nucléaire, lui, explose, que ce soit les nouveaux réacteurs quand ils arrivent à en construire, un peu comme aux États-Unis ou les PR de Flamanville, ou même le prix des vieux réacteurs, pendant que le prix, par exemple, du solaire, lui, s'est effondré de plus de 90%. Ça va devenir, par moment, on va parler de l'électricité qui est en dessous de zéro au niveau du prix. Hein. Voilà. Et donc, alors, ça va vous paraître étrange quand vous consultez vos factures d'électricité, mais les prix de l'électricité continuent à plonger en France. Les prix de gros, hein, pas pour nous. Prix négatif de l'électricité. Il y a tellement de production de renouvelables par moment en Europe que tous les consommateurs, les grands consommateurs, pas nous, nous on est dépendants de ce qu'on veut bien nous vendre, mais tous les grands consommateurs achètent cette électricité renouvelable à des tarifs dérisoires. Parfois, il y a tellement d'énergie renouvelable à un tarif très bas qu'il est en dessous de zéro. Et donc EDF, de plus en plus souvent, est contraint d'arrêter des réacteurs nucléaires qui produisent une électricité beaucoup trop chère. Et comme je vous dis, c'est un processus qui ne fait que se démultiplier, ce qui fait que si en 2035, 38 ou 40, il y a 2 EPR à Penly, par exemple, ils produiront une électricité tellement chère que personne n'en voudra. C'est tout simple. Le boom des énergies renouvelables aux États-Unis fait plonger les prix d'électricité, au Royaume-Uni fait plonger les prix d'électricité. Vous voyez que ce n'est pas qu'en France, c'est partout. Hein. Et alors, le coup de grâce, c'est presque terminé. Hein. Le coup de grâce, regardez, c'est les courbes de production d'électricité dans le monde. Alors en général, c'est en train de devenir comme ça, c'est-à-dire vous avez une grosse boule jaune au milieu, c'est la production solaire. Alors comme vous voyez, la nuit, enfin, c'est de minuit au matin, il n'y en a quasiment pas. Le soir jusqu'à minuit, vous n'avez quasiment pas. Mais évidemment, en journée, vous avez cette immense production qui est en train d'exploser totalement. Regardez ce que ça donne. On a par exemple récupéré la courbe de la consommation d'électricité en Californie, un jour ordinaire, c'était en avril. Hein. Donc pas du tout au cœur de l'été. Hein. Et regardez, donc la montagne jaune, c'est le solaire. Ça veut dire, et ça, c'est les 100%. Ça veut dire que de 8h du matin à 18h du soir, le reste, ça c'est que des renouvelables. Hein. Il y a l'éolien, la géothermie, etc. Ça veut dire que sur une grosse partie de la journée, 100% des besoins de la Californie avec les grandes mégalopoles, San Francisco, Los Angeles, San Diego, San José, ou la capitale de la Californie, Sacramento, très bien, un point. Et donc, et tout ça est couvert par les énergies renouvelables, et en grande partie d'ailleurs, une grande partie de la journée par le solaire tout seul, ce qui permet d'ailleurs d'exporter aux États voisins. Et donc cette montagne jaune et le total des renouvelables ne fait qu'augmenter. La montagne va devenir un Everest, et ce genre de courbe va devenir banal partout sur Terre très rapidement, en quelques années. Ce qui veut dire que, en plus à un tarif très très bas, ce qui veut dire qu'au moins la nuit, les réacteurs nucléaires seront tous totalement déficitaires. Ils pourront essayer de se battre la nuit puisqu'il n'y aura pas de solaire, mais un réacteur nucléaire qui n'est pas rentable et qui doit être arrêté quasiment toute la journée, c'est la faillite assurée en quelques mois. Ce qui veut dire que le nucléaire n'a strictement aucun avenir sur cette planète. Les pays qui investissent des dizaines, voire des centaines de milliards dans le nucléaire, alors les pays, la France,
sont en train de se tromper. Et là, ce n'est pas le militant antinucléaire qui parle, c'est vraiment du point de vue objectif, économique, macroéconomique et industriel. C'est une erreur stratégique absolument dramatique. Et c'est d'autant plus dramatique qu'on est à un moment de notre histoire où on cherche de l'argent partout pour nos services publics. Alors, évidemment, c'est de l'argent dans l'énergie, donc on pourrait penser à le mettre dans les plans d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables, mais évidemment ça pourrait être aussi pour la santé, l'éducation, plein de choses. Et si on n'arrive pas à empêcher ça, la France va gaspiller des sommes astronomiques dans des réacteurs dont, comme vous le disais tout à l'heure, personne ne voudra l'électricité si jamais ces réacteurs sont finalement construits. Voilà, donc d'où l'idée peut-être de manifester contre les réacteurs nucléaires demain à Rouen et après-demain à Penly. Voilà, EDF est poussé vers la faillite par le nucléaire. Et this is the end, je vous remercie. Maintenant la fameuse séance des questions et réponses, à moins qu'il y ait une autre intervention. Je sais pas. Oui, mais si tu veux, ce que je vous propose, c'est que si vous avez, il y avait 2 interventions d'à peu près 10 minutes sur les questions, sur ce qu'on fait traditionnellement dans nos 2 associations locales, mais peut-être que si on peut peut-être faire que quelques questions un peu techniques, ça va te permettre de rester dans le flux, quoi. Et puis après, reprendre les exposés, ça sera très court, c'est plus de l'informatif, et puis il y a une partie qui est un peu redondante avec la tienne. Alors plutôt des questions sur l'exposé, et puis après on ouvrira le débat et la discussion plus largement. Mais s'il y a des précisions, des questions plus techniques à poser à Stéphane. Des questions ou des interventions, parce que oui, vous pouvez aussi avoir des choses intéressantes à exposer. Peut-être ? Oui, bonsoir tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler de la centrale chinoise de Taishan qui a eu des problèmes? C'est un EPR français. Oui, alors nous avons bradé, Anne Dauvergeon a bradé à la Chine 2 îlots centrales d'EPR. Bon, les Chinois se sont occupés de tout le reste, mais bon, le milieu, on va dire, c'est de l'EPR. Et donc les deux, on nous a dit, regardez, finalement, les EPR sont pas si mal, puisque les Chinois ont réussi à les faire avec seulement 6 ou 7 ans de retard, et non pas 15. Et à un tarif, alors qu'on ne connaît pas, parce que c'est en Chine, c'est une dictature. On oublie parfois de préciser que c'est une dictature. Donc les chiffres sont très difficiles à avoir. Et on nous dit, mais regardez, au moins, ces EPR fonctionnent parfaitement bien. Donc vous voyez bien que c'est des bons réacteurs, sauf en France. Mais... Et en fait, en réalité, on a appris l'an dernier, je crois, ou il y a 2 ans, qu'il y avait des très gros problèmes sur le réacteur numéro 1. Il y a des fuites radioactives à l'intérieur, les gaines qui entourent les barres de combustible fuient. Et donc, il y a énormément de contamination de radioactivité dans un de ces 2 réacteurs. Le réacteur numéro 1, qui a été arrêté pendant, je crois, pratiquement 1 an. On ne sait pas actuellement s'il a redémarré. J'ai vu sur les données de l'Agence internationale de l'énergie atomique qu'il y avait une production infime, donc il ne fonctionne pas. Et on attend évidemment que le réacteur 2, qui a été construit en décalé, eh bien, soit confronté au même problème de dégradation des combustibles, et peut-être probablement le PR finlandais, on verra, et peut-être le PR de Flamanville, si un jour il arrive à dépasser les 0,2% de puissance. Voilà, donc ça va très mal aussi sur les EPR de Taishan. Là-bas et une dame là. Ah bah oui, peut-être. Ouais. J'ai été extrêmement surpris par la moyenne d'âge de fermeture des réacteurs à 28 quelque chose là. On sait sur combien de fermetures de réacteurs ce chiffre-là a été calculé? Oui, il faut que je revienne. Alors il faut savoir quand même que les premières générations de réacteurs, c'était des réacteurs très archaïques, les graphites gaz en France par exemple, qui effectivement ont une durée de vie beaucoup plus courte et qui font que la moyenne est basse. C'est pour ça que je disais, c'est pas non plus un chiffre qu'il faut prendre au pied de la lettre, parce qu'autrement, ça voudrait dire que la plupart des réacteurs sont déjà fermés, puisqu'ils ont une moyenne de 32 ans, alors qu'ils sont fermés en moyenne à 28 ans. Mais si je retrouve... J'ai dépassé, non? Oui. Il fallait m'arrêter. On ne m'arrête plus.
Là, on y est là, presque. Non, pas encore. Je suis allé trop loin. Là, voilà. Donc sur 213 réacteurs qui ont été fermés depuis le début de l'ère nucléaire et qui ont été fermés en moyenne à 28,3 ans d'ancienneté. Voilà, donc comme je vous disais, on ne peut pas l'appliquer tel quel au réacteur actuel, mais enfin, ça donne quand même un très bon ordre d'idée. On sait très bien que l'ensemble du parc nucléaire mondial est très âgé et est en train de fermer et va, on a vu dans les 5 ans qui viennent, on devrait avoir des dizaines et des dizaines de fermetures. Après, ce qui fait baisser la moyenne, c'est qu'on a construit des réacteurs qui n'ont jamais fonctionné. Comme Alors, je pense en Autriche ou... Oui, il y a quelques réacteurs qui n'ont jamais fonctionné. Je pense qu'ils n'ont pas été calculés, ils n'ont pas été mis dans la... Là, tu as bien un truc 0 à 10. Entre 0 et 10 ans, donc moins de 10 ans. Mais bon, de toute façon, il y a combien? Il y a 5-6 réacteurs dans le monde qui ont été construits et qui ne sont jamais entrés en service. Donc ça ne modifie pas énormément la statistique. Le monsieur là, la dame Oui. là-bas. Moi, je suis arrivé un petit peu en retard, donc peut-être que vous l'avez évoqué, mais en fait, pour les EPR2, de toute façon, il n'y en aura pas un en service, dans le meilleur des cas, avant 2035 et 2040 en France. Donc, leur justification de ne pas émettre des gaz à effet de serre, ça ne marchera pas, puisque de toute façon, ils ne seront pas là, les réacteurs. Les plans sont en cours d'être fabriqués, et il y a un travail énorme. Sauf si, même s'il y a quelqu'un qui aime le nucléaire ici, je suis obligé de dire, je suis désolé, mais il n'y aura pas de PR à Penly en 2035. Il fonctionnera, c'est improbable. On se demande par quel miracle subitement. Je vous dis, si c'est 2038 pour le premier ou peut-être 40, ça sera déjà un miracle nucléaire. Alors après, j'ai juste une suggestion, c'est par rapport aux chiffres de pourcentage, que vous mettiez en corollaire les valeurs de production en valeur absolue. Parce qu'il me semble que ça serait intéressant aussi d'avoir cette donnée-là. Oui, mais j'ai montré la courbe là, quand on voit que le solaire et l'éolien s'envolent complètement, et la production, elle, nette d'électricité nucléaire, elle est à peu près stable depuis 30 ou 40 ans. C'est son pourcentage du nucléaire qui s'effondre, parce que pendant ce temps, tous ces... Oui, mais les mettre dans tout vos diagrammes en même temps. Ah ben en même temps, j'essaierai. Il y avait la dame là-bas. La dame. Oui. Sur la question de la dette, il me semble me souvenir qu'on a fini de payer les licences Westinghouse déjà depuis pas mal de temps. Donc, comme là, ils sont en train de chercher des financements pour les EPR, la dette est déjà colossale, donc elle repose sur l'entretien uniquement. Alors EDF est endetté pour différentes raisons. Les frais du parc actuel qui nécessitent des investissements absolument astronomiques pour maintenir les réacteurs. Il ne suffit pas d'avoir un papier avec un tampon disant vous pouvez continuer à exploiter le réacteur 10 ans ou 20 ans de plus. Il faut faire des travaux gigantesques, y compris rajouter les travaux post-Fukushima, puisqu'ils ont essayé de tirer les enseignements de la catastrophe de Fukushima pour que ça se reproduise éventuellement pas en France. Et l'autorité de sûreté nucléaire a laissé à EDF jusqu'en 2036 pour mettre en place les mesures post-Fukushima, c'est-à-dire des moteurs diesel qui devraient démarrer actuellement au niveau des tests, ils prennent feu. Mais bon, des moteurs diesel de secours qui devraient démarrer. Donc, Fukushima a commencé en 2011 et EDF a jusqu'en 2036 pour mettre en place les mesures post-Fukushima. Un quart de siècle. Hein. C'est la rapidité de la sûreté nucléaire. Mais tout ça coûte des sommes astronomiques. Il y a eu aussi les investissements pharaoniques d'EDF, d'Areva, mais Areva a coulé entre-temps, aux États-Unis. Et en Grande-Bretagne, je vous rappelle, nous avons racheté l'EDF britannique pour pouvoir nous commander des réacteurs. Ça a coûté des sommes astronomiques. Nous avons racheté British Energy en 2008, juste avant la crise financière mondiale qui a vu les cours s'effondrer. Nous, on l'a acheté au prix le plus haut, et quelques mois après, c'était presque gratuit. Et EDF a aussi acheté et construit des usines aux États-Unis pour fabriquer les pièces gigantesques, les générateurs de vapeur et autres, des centaines et des centaines de réacteurs qui allaient être construits aux États-Unis et qui n'ont jamais vu le jour. Et donc il a fallu revendre ça à perte avec des sommes astronomiques. Et puis, il y a tout un tas d'autres raisons qui font qu'EDF a plus de 60 milliards de déficit et qu'EDF est totalement incapable, évidemment, de financer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Et donc,
Comme je vous disais, les manœuvres à Bruxelles, faire passer le nucléaire dans les énergies propres, c'est bien joli, mais ce n'est pas Bruxelles qui va faire l'échec. Dans tous les cas, il faut que ce soit les Français qui se paient eux-mêmes leurs nouveaux réacteurs nucléaires. Donc comme EDF est en faillite quasiment totale, eh bien, il faut que ce soit l'État qui finance. Mais je ne sais pas si vous connaissez, vous voyez le plan Barnier, 4000 fonctionnaires de l'éducation nationale, 4000 enseignants en moins, etc. Donc on cherche de l'argent partout. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir financer des réacteurs nucléaires. Il y avait le monsieur au milieu, et puis après on enchaîne sur 2 petites interventions associatives, et après on repart dans le débat. Ça vous va? Monsieur là-bas. On va parler des réacteurs à l'arrêt. Est-ce qu'on sait combien ont été entièrement démantelés, autrement dit, au ras de l'herbe, et ce qu'on a fait des déchets? J'ai entendu des articles aux États-Unis où on avait abandonné l'idée du stockage central. Que chaque centrale, en fait, gardait ses déchets. Alors, je n'ai pas les statistiques, mais il y a quelques réacteurs sur Terre qui ont été totalement démantelés, ce qu'on appelle le retour à l'herbe. Mais la quasi-totalité des... Alors, on a 400 et quelques réacteurs en service, et on a vu qu'il y en avait combien? 238 qui avaient été fermés. Donc, sur les à peu près 700 réacteurs nucléaires sur Terre, il y en a la quasi-totalité qui sont toujours là, qui attendent d'être démantelés. Et d'ailleurs, pour les vieux réacteurs français, EDF a fait savoir qu'ils envisageaient de repousser le problème. Je ne me rappelle plus de l'année, mais en tout cas, c'était 2070 ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les dirigeants ont dit « vous verrez ça quand on sera mort ». Mais c'est vraiment, il faut le traduire, c'est comme ça, parce que faire fonctionner un réacteur nucléaire, à supposer qu'il n'explose pas, c'est intéressant parce que vous produisez de l'électricité, vous la vendez, c'est du business. Mais s'occuper de vieux réacteurs arrêtés et en plus dangereux et radioactifs, ça n'intéresse pas grand monde. Il y a des entreprises qui sont intéressées quand même, Vinci ou autres, parce que ça va leur rapporter de l'argent. Mais enfin, globalement, ça n'intéresse pas grand monde de s'occuper des restes. Et la plupart des déchets ou des centrales à démanteler ou des centrales déjà démantelées restent là, stockés en attendant. Alors je sais qu'on a des spécialistes ici, Angel, entre autres, de la question du stockage des déchets nucléaires. C'est un problème insoluble et il n'y a aucune solution. On dit toujours quelle est la moins mauvaise solution. Avant, ils disaient quelle est la meilleure solution. Maintenant, ils disent quelle est la moins mauvaise. Mais moi, je réponds toujours, il n'y a pas de solution. Il y a des options. Par exemple, enfouir, reboucher et dire ça y est, c'est réglé. Ce sont des options qui sont toutes mauvaises, toutes catastrophiques. Mais il n'y a aucune solution pour ça. Si, la décroissance radioactive, il est vrai que dans quelques centaines de milliers d'années, la question sera réglée. Monsieur au milieu. Alors à Flamanville, ils ont commencé à mettre en route le réacteur de le nouvel EPR. Il s'avère que le couvercle est défectueux et qu'il va falloir le changer prochainement. Je voulais savoir techniquement comment on faisait pour changer un couvercle qui est radioactif par un nouveau couvercle. Alors, effectivement, donc, la cuve de l'EPR de Flamanville a été loupée. Il y a des concentrations de carbone trop importantes dans divers endroits. Et donc, elle est susceptible de ne pas résister. Alors, ils ont dit, le couvercle, bon, c'est un peu comme une grosse cocotte minute. Donc, le couvercle, on peut l'enlever. Donc, l'autorité de sûreté nucléaire a dit, attention, nous sommes intransigeants. Vous allez changer le couvercle. Donc, bon, pour enlever le couvercle, il faut des grandes grues, tout ça, bon, c'est faisable. Il va être très radioactif puisque ça aura déjà commencé à fonctionner. Mais bon, les salariés sont faits pour être irradiés. On a, comment il s'appelle Renault. Gilles Renault qui vient de décéder récemment, un des gars qui a mené la lutte pour les salariés du nucléaire qui sont envoyés au casse-pipe radioactif. Voilà, donc ça se change. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez votre cuve, le couvercle, il peut être enlevé, mais le fond, il est tout aussi loupé que le couvercle. Mais le fond, il ne s'enlève pas. Donc l'autorité de sûreté a dit, bon, ben écoutez, en gros, je simplifie, ben, on va dire que ça va tenir. Voilà, puisqu'on ne peut pas changer le fond. Ou alors, il faudrait changer la cuve. Alors là, il faut détruire une bonne partie du réacteur qu'EDF a mis 20 ans à construire pour pouvoir sortir la cuve, faire une autre cuve, ce qui prendrait des années, et la mettre et reconstruire tout ce qui a été détruit, vous vous imaginez. Donc voilà. Donc du coup, ils ont dit ça va tenir. Alors il faut, par exemple, aussi c'est le cas pour tout un tas de générateurs de vapeur, une centrale nucléaire qui démarre, monte en chaleur,
assez vite, évidemment, à l'intérieur, il y a la réaction qui se produit. Et donc EDF a des consignes pour monter le réacteur en chaleur 2 fois moins vite que ce qui était prévu à l'origine. Il faut accélérer. C'est un petit peu comme si votre voiture est passée au contrôle technique et, par exemple, les freins, l'accélérateur marchent mal. Et on vous dit, donc, vous pouvez quand même utiliser votre voiture, même si elle n'est pas passée. Mais il faudra accélérer doucement. Mais ça, c'est faisable. On peut maîtriser. Vous accélérez doucement par 2 fois moins vite que ce que vous faites d'habitude avec votre voiture. Mais attention, il faut aussi freiner 2 fois moins vite que ce qu'on fait en situation ordinaire. Et ça, c'est différent. Autant vous pouvez maîtriser votre montée, autant si vous avez un incident grave, alors si c'est la voiture, si vous avez un accident devant vous, vous pilez. Et si vous avez un incident grave dans la centrale nucléaire, à ce moment-là, il faut injecter des quantités astronomiques d'eau froide sur une cuve chaude. Et il faut le faire tout de suite pour maintenir le combustible nucléaire sous l'eau et qu'il ne parte pas en fusion. Et là, si c'est en situation accidentelle, vous ne pouvez pas le faire lentement. Donc EDF est chargé de prendre des mesures complémentaires pour éviter les situations accidentelles, parce que la cuve pourrait ne pas tenir. C'est comme si on vous dit à nouveau l'exemple de la voiture, vous accélérez doucement et surtout vous freinez pas doucement, et alors il passe devant vous avec une voiture, des haut-parleurs en disant surtout n'ayez pas de panne maintenant parce qu'il y a une voiture qui arrive qui ne doit pas freiner vite, quoi. C'est vraiment, ça image très bien la situation de ce réacteur de Flamanville. Ok, merci. Alors, on va vous faire un petit truc, l'idée qu'on avait en vous présentant, en faisant ce format-là, et après on va rentrer dans le débat, c'était de vous montrer ce qu'on utilise, nous, associations qui essaient de sensibiliser à la question du climat, pour mener la bagarre dans le milieu des assauts de climat, mais aussi avec les habitants, pour essayer de convaincre que le nucléaire est une mauvaise solution, le nucléaire dangereux et coûteux. L'industrie nucléaire profite de la lutte contre le réchauffement climatique pour se présenter comme une alternative aux énergies fossiles. Ni propre ni décarbonée, l'énergie nucléaire n'est pourtant pas une solution miracle. Le nucléaire est une ineptie technique, financière et sociale. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer à nos concitoyens. Le nucléaire ne sauvera pas le climat, je pense que vous connaissez ces données, mais on aime bien citer ce membre du GIEC qui explique qu'une société dont le système est basé sur les fossiles et le nucléaire n'a aucun avenir. Et des investissements massifs doivent être faits dans les sources d'énergie renouvelables. C'est exactement ce qu'expliquait Stéphane, mais c'est assez redondant sur certaines parties. Je vais passer vite. Nous devons une fois pour toutes décider de laisser à nos descendants mieux qu'un héritage de risque nucléaire et de changement climatique. Parce qu'en France, c'est quand même ça qui se profile. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu ce qu'on pourrait appeler cette double peine. Et l'héritage nucléaire et le changement climatique, comme l'indiquent ces courbes sur le côté. Le nucléaire est totalement hors délai, donc ça a été abordé, au vu de l'urgence climatique, à très rapidement limiter les émissions de gaz à effet de serre pour atténuer le réchauffement climatique. Les durées de construction, alors bon, il y aura des discussions autour des temps, mais nous on est moins spécialistes que vous, donc voilà, on est sur des chiffres un petit peu qui sont un peu plus approximatifs, mais de toute façon l'analyse est la même. Elle dit que même en se dotant de réacteurs nucléaires, et encore faudrait-il être capable de le faire, eh bien nous allons avoir énormément de retard et que ce n'est pas à la même échelle de temps que les réponses seront apportées. Alors bon, là ça reprend exactement ce que tu expliquais, c'est la diminution de la part du nucléaire au niveau mondial, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Un sujet quand même, c'est sur les explosions budgétaires des modes de financement de l'énergie électrique. Plus le diagramme est important, plus l'explosion financière est importante. Donc effectivement,
les réacteurs nucléaires, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher et ce qui va dépasser le plus. Les investisseurs fuient l'atome. Alors ça reprend une partie de ce que tu expliquais aussi. La majeure partie des investissements au niveau financier se fait sur les énergies renouvelables. Le nucléaire, c'est vraiment inadapté au mode, aux canicules, aux épisodes chauds, à la fois parce que ça va engendrer des coûts, mais aussi parce que ça va obligatoirement impacter sur la quantité d'eau. Or, moins d'eau, plus de nucléaire, une équation dangereuse. La moitié des réacteurs nucléaires en chantier dans le monde sont construits en Chine et en Inde, dont les ressources en eau déjà sont sous tension, seront fortement impactées par les effets du réchauffement climatique. Et ici, sur cette carte, en France, vous avez les niveaux de rabattement des nappes phréatiques, c'est-à-dire des diminutions d'eau à l'aune de 2050. Les réacteurs nucléaires auront soif, et comme l'a expliqué Stéphane, ça aussi c'est une donne absolument essentielle de le fait qu'il soit impossible de faire coexister nucléaire et réchauffement climatique. Alors, un petit mot quand même, puisque nous on le fait habituellement auprès de nos concitoyens, sur la dangerosité, l'accidentologie et les risques, mais qui sont aussi des faits historiques, comme ce qui s'est passé à Fukushima ou à Tchernobyl, mais aussi sur la question de l'enfouissement des déchets. Avec des coûts d'accident qui sont évidemment énormes. Selon alors le chiffre avancé ici sur cette diapo, c'est de 760 milliards d'euros pour une catastrophe nucléaire, au niveau européen, j'entends, sur le territoire européen, ce qui montre bien là aussi l'impact désastreux et qu'on ne peut pas mesurer le risque exact sur les finances. On l'a dit plusieurs fois, les finances publiques ne permettent pas de comprendre ce risque. Voilà, j'ai fait très vite. Nous, pour les générations futures, c'est maintenant ou jamais sur la question du climat et sur la question du nucléaire. Claire, Bénédicte, pardon, excuse-moi, je me trompe. Je vais laisser la parole à Bénédicte, qui est une autre... Je vais essayer de terminer sur une note positive, parce que visiblement, toutes les informations jusque-là, elles sont plutôt... Toi, t'es où? Moi, je suis sur le bureau. Sur le bureau. Je te mets sur le bureau. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça. Je pense. Non. Je m'appelle... Non, c'est pas conférence. Ah non, Non. ça c'est Je viens de reprendre. C'est Non, Stéphane qui ça revient. s'appelle pas. Ça s'appelle les projets citoyens. Là, c'est ça, pardon. Ouais. Non, mais pas en PowerPoint, en PDF, s'il te plaît, parce que ça marche pas. D'accord. Tu me dis c'est là. Là, c'est celui en... Ouais, voilà, c'est celui-là. Allez. Voilà, on va essayer de terminer sur une note positive, puisque voilà, c'est un peu plombé tout ce qu'on a dit jusque-là. Donc, pour sortir du nucléaire, il faut bien aussi avoir des solutions à proposer. Et ben, on l'a évoqué tout à l'heure, Stéphane l'a évoqué tout à l'heure, tout est là, on a tout. En France, on a tout. On a du soleil, on a du vent, on a des forêts, on a de l'agriculture, on a de l'eau dans les rivières, on a tout ce qu'il faut sur le territoire pour pouvoir proposer des alternatives à la production nucléaire d'électricité. On sait qu'il va falloir sortir des énergies fossiles, et pour sortir des énergies fossiles, il faudra augmenter aller vers des usages plus électriques. Donc la production d'électricité devra augmenter de toute façon. Donc voilà, ce que nous défendons, c'est un modèle différent de production d'électricité. Ce sont des projets qui sont portés par les acteurs et les actrices du territoire. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, si vous connaissez le mouvement Énergie Partagée, ENERCOP. Voilà. Et ben, c'est de ça dont on va parler très rapidement, parce que si vous connaissez déjà, je ne sais pas dans quel sens ça va. Là, voilà. Donc, un projet citoyen de production d'énergie renouvelable, qu'est-ce que c'est? Pardon. Eh bien, on voit plusieurs types d'acteurs. Ça peut être des collectivités locales, des développeurs privés,
des sociétés d'économie mixte, des citoyens qui se regroupent ensemble et investissent ensemble dans une société pour produire de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, ou bien du gaz à partir de déchets, ou bien de la chaleur à partir du bois. Et ils et elles décident de ce qu'ils vont faire de l'énergie qui a été produite. C'est-à-dire, soit faire de la vente totale sur le réseau, soit faire de l'autoconsommation, par exemple, totale ou partielle. Donc c'est un projet qui est ancré sur le territoire et avec les acteurs locaux. Alors pourquoi mener un projet citoyen sur son territoire? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte, et le mouvement Énergie Partagée a fait des études qui ont montré que les impacts sont bien plus importants quand on parle de projets citoyens que quand on parle de projets classiques, développés par des développeurs classiques. C'est-à-dire que les impacts sont non seulement éducatifs, parce que dès lors qu'on comprend les enjeux de l'énergie, les enjeux à produire de l'énergie décarbonée, mais ayant un moindre impact environnemental, eh bien, on adhère mieux au projet de transition énergétique, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de transition. Jusqu'à maintenant, on s'est contenté de superposer les systèmes de production d'énergie sans jamais se poser la question de ce que l'on doit laisser de côté. Et aujourd'hui, on a besoin de se séparer des énergies fossiles. Et donc, les impacts éducatifs sont importants. Les impacts écologiques également, parce que, évidemment, toute production d'énergie a un impact sur l'environnement. Ce qu'on cherche, c'est qu'il soit le plus faible possible, et pas que en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes d'impact sur la biodiversité, en termes d'impact sur les ressources, sur la consommation des ressources. Donc, on a besoin aussi, lors de ces projets, de faire de la sensibilisation aux économies d'énergie. Parce qu'on sait aussi que c'est le volet qu'il serait intéressant d'actionner, le premier volet qui serait intéressant d'actionner, c'est la sobriété énergétique pour pouvoir réussir cette transition. Les impacts sociaux aussi, parce que ces initiatives-là, elles sont portées par les acteurs du territoire, et on s'aperçoit qu'elles essaiment aussi sur d'autres territoires, où elles peuvent émerger sur d'autres thèmes, pas d'autres territoires, elles peuvent émerger aussi d'autres termes. En général, ce sont des acteurs qui se regroupent sur un territoire donné et qui participent à des projets, et ça a un impact social assez important. C'est le moyen aussi de créer du lien sur un territoire. Les impacts démocratiques également, parce que ce sont de nouvelles coopérations, et où la démocratie n'est pas un vain mot, c'est vraiment les gens apportent et participent à la gouvernance des sociétés de production. Et puis, ce qui n'est pas négligeable non plus, surtout à un moment où on cherche de l'argent partout et on veut être le plus rentable possible, eh bien, on a aussi des retombées locales. Alors l'idée, ce n'est pas forcément la recherche de profit maximum, mais l'idée, c'est que les retombées locales économiques, elles sont directes et indirectes. C'est-à-dire qu'elles sont directes financièrement, mais elles sont indirectes en termes d'emplois locaux. Et ça, c'est important aussi, en fait. On parle de retombées économiques qui touchent le territoire. Et dès lors que les acteurs locaux ont investi dans des sociétés de projet, eh bien, les retombées de ces sociétés de projet reviennent aussi sur le territoire. Donc, très rapidement, je parlais des retombées économiques, mais voilà, il y a la fiscalité, évidemment, les impôts et taxes qui sont les mêmes pour tous les types de projets. Mais là où est la différence, c'est sur l'emploi et les prestations locales, parce que les citoyens vont plutôt privilégier des entreprises locales, et aussi sur les revenus de l'investissement. S'ils investissent dans le projet, eh bien les retours sur investissement leur reviennent. Mais bon, voilà, on va faire. Donc, un exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est la société citoyenne, Synergie, citoyen de l'énergie,
citoyens normands de l'énergie, pardon. Et nos objectifs, évidemment, c'est de sortir des énergies fossiles, de décentraliser la production de l'énergie et de la rapprocher le plus près possible des lieux de consommation. Et donc, en fait, ce qu'on veut, c'est reprendre la main sur notre consommation individuelle et collective et aussi maîtriser la production. Et dès lors qu'on maîtrise les outils de production, on maîtrise aussi les prix de vente, on est moins dépendant de producteurs autres. Et notre objectif, c'est aussi de respecter au mieux l'environnement en choisissant des sources d'énergie renouvelables et certainement pas nucléaires. Et surtout de produire, j'allais oublier, la quantité d'énergie dont nous avons besoin. Donc notre statut, c'est une société par action simplifiée, mais qui fonctionne comme une SIC, comme une coopérative. On a inscrit dans les statuts, en fait, que les décisions sont prises de manière démocratique et transparente, et un sociétaire a une voix, quel que soit le nombre d'actions souscrites. La démarche, évidemment, n'est pas spéculative. L'idée, c'est vraiment de mener aussi des actions de sensibilisation à la sobriété énergétique, à la transition énergétique, pour faire prendre conscience de l'urgence, comme ça a été dit précédemment, de l'urgence à changer, à évoluer vers d'autres modes de production. Voilà, aujourd'hui, Synergie, c'est 60 actionnaires, dont 4 entreprises, dont Enercop, bien sûr, dont Enercop Normandie, des sociétés locales, des associations et des citoyens. Et ils ont mis en fonctionnement une centrale photovoltaïque à Saint-Étienne-du-Rouvray, en vente totale. Et ils sont à la recherche, donc ça c'est la centrale à Bègue, 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, et qui est vendu, la production est vendue à Enercop pour à peu près 6 000 € par an de production. Et voilà, nous sommes à la recherche, Synergie les membres de Synergie sont à la recherche de nouvelles toitures, de nouvelles coopérations avec les communes. Et puis juste pour terminer, les projets citoyens d'énergie renouvelable en 2024, voilà. Et on voit qu'en Normandie, on a un peu de travail. Voilà. Les petits points, vous aurez compris que les points jaunes, c'est le solaire. Les points bleu ciel, c'est de l'éolien. Les points bleus plus foncés, c'est de l'hydroélectrique. Les points verts, c'est de la biomasse, chaleur renouvelable. Et les points rouges, c'est de la méthanisation. Voilà. Merci Claire. Voilà. Ok, alors maintenant, je pense qu'on peut revenir Sur le... aux questions, ou j'imagine plus aux interventions d'ailleurs. Parce que... Si je peux me permettre, je voulais ajouter une chose, justement, je rebondis, sur la question de l'emploi. Parce qu'effectivement, on nous dit, on vous dit, vous allez avoir beaucoup d'emplois. Et alors c'est vrai, parce qu'effectivement, la production nucléaire était extrêmement centralisée, c'est-à-dire que la commune, ou la communauté des communes, qui est gagnante du jackpot, elle va avoir sa centrale, ses taxes professionnelles, ça ne s'appelle plus comme ça, mais enfin de l'argent, et beaucoup d'emplois. Mais cet argent, c'est l'argent des 36 000 communes, des habitants des 36 000 communes. Donc en fait, tous les autres sont lésés. Et qui plus est, les grands gagnants, ils vont aussi gagner des milliers ou des dizaines de milliers de camions qui vont parcourir toute la région pour faire des travaux qui vont durer... Regardez Flamanville, 15 ans de chantier. Hein. Donc c'est un jackpot à discuter, quoi. Mais en tout cas, c'est totalement injuste. Et effectivement, l'investissement dans les énergies renouvelables, et la dernière carte que tu as montrée est parlante, c'est pour tout le monde, partout, sur tout le territoire. On répartit les emplois, les revenus fiscaux, etc. Et donc, c'est une des raisons supplémentaires pour préférer les énergies renouvelables au nucléaire. Et donc, voilà, même si, effectivement, la concentration extrême peut faire saliver quelques élus en disant « on va avoir ça pour nous, et pas ailleurs ». Voilà.
Alors à vous, j'ai vu des mains, oui, deux, oh là, ah ouais, alors on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ça vous va? Vous avez retenu votre numéro? Pas moi, allez-y. Oui, moi j'ai été content à la fin d'entendre enfin parler d'économie d'énergie. Je me disais, mais quand... le mot sobriété n'est pas sorti, hein, comme si... Je l'ai dit à la fin. D'accord. Alors, d'accord, ok, on bat des records en production d'énergie renouvelable, ça augmente. Mais moi, j'aimerais bien aussi entendre des records sur le point de la sobriété. C'est-à-dire que des pays qui soient exemplaires sur le plan de la sobriété. Comme je disais, moi j'ai décrit ce qui se passe actuellement sur Terre avec le développement massif des renouvelables. J'ai pas dit c'est formidable, la marche de la planète est merveilleuse. Hein. Voilà, je vous dis simplement pourquoi on peut raisonnablement espérer que le nucléaire va continuer à diminuer jusqu'à disparaître, à part les déchets qui vont durer beaucoup plus longtemps. Mais autrement, effectivement, qu'il y a énormément à faire sur cette Terre pour améliorer la situation et en particulier la sobriété. Mais il faudrait aussi que collectivement les êtres humains deviennent raisonnables. Et ça, c'est encore un peu de boulot. On a posé la question de la voiture électrique tout à l'heure. Il faudra passer à des véhicules électriques. Mais par contre, il ne faudra pas garder le même parc automobile. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être diviser par au moins 4, je ne sais pas, le parc automobile actuel. Et puis multiplier les moyens de locomotion qui sont communs et pas seulement individuels. Mais en fait, justement, ce que je n'ai pas dit, c'est que le mouvement des énergies citoyennes s'appuie sur le scénario négawatt. Je ne sais pas si vous connaissez le scénario négawatt. Et la production d'énergie renouvelable, c'est le dernier volet. Le premier volet, c'est la sobriété, en donnant la priorisation de nos besoins, les besoins importants, vitaux, etc. Et puis, le deuxième volet, c'est l'efficacité énergétique. Et le troisième, c'est la production d'énergie renouvelable. Mais effectivement, la sobriété, c'est le premier point à développer, qui est développé. Et il y a plein de pistes possibles, à confort énergétique égal. Vous aviez fini, monsieur? Oui. Ok. Alors après, monsieur, hein, je crois, hein, c'était le 2. Hein, ouais. On va... Non, mais bon, après, on va prendre le temps, de toute façon, on n'est pas un quart d'heure près. Alors, bonsoir, je fais partie du réseau Sortir Nucléaire Paris. Je crois que je suis tout seul, peut-être une autre personne, peut-être. Bon, voilà. Moi, par contre, j'ai deux questions posées. La première, c'est plus effectivement sur la filière bois. Je vous dis franchement, je ne suis absolument pas d'accord pour faire du bois énergie. On va prendre l'exemple des poêles à granulés. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien maintenant, malheureusement il y a une pression sur la ressource. En l'occurrence, ils viennent il y a 2-3 jours, j'ai entendu en Aveyron, ils coupent les forêts à blanc et il n'y a plus rien qui repousse après, c'est fini, c'est trop tard. Et donc, c'est une hérésie. Le bois, pour moi, il est bien sur pied parce qu'en plus, il produit de l'oxygène. S'ils veulent brûler quelque chose, autant qu'ils brûlent du gaz fossile parce qu'au moins là, tant qu'il est vivant, il va un petit peu compenser par son oxygène la production de CO2 du gaz. C'est un peu un calcul un peu tordu, mais parce que là, quand il est transformé en granulé ou en brûlé en chaufferie industrielle, il met quand même 20, 30, 40 ans avant de repousser. Donc il ne produit plus d'oxygène, il ne produit plus rien, et ça augmente le CO2. Ça, on ne le dit pas aux gens, et c'est assez malhonnête. Le bois coupé, pour moi, il n'a pas de raison d'être coupé. Il faut qu'il soit gardé sur pied. Il y a d'autres moyens de produire de l'électricité que de brûler stupidement des arbres dans une chaudière, que ce soit granulé ou autre, d'ailleurs. Et la deuxième, c'est plus une réflexion. Si vous pouvez me donner vos courbes sur le solaire, pour moi, ça me parle. Dans des débats, j'aurais du gras à moudre. La courbe que vous avez eue en Californie, avec... Ah, elle est géniale celle-là. Elle dit plus que tout le reste. Donc si je pourrais après vous voir, si c'est une possibilité d'avoir ces données, moi ça m'intéresserait, je saurais quoi en faire. Si vous avez Internet, vous pouvez... J'ai pas Internet justement, j'ai pas de numérique pour d'autres raisons. Bon, c'est des courbes que j'ai numérisées. Donc, Mais alors,
Je peux faire un dessin. Je vais donner les sites. D'accord, Les sites on regardera ça. papier. Voilà, ça m'aiderait. Je peux répondre pour la filière bois parce que Sur la filière bois. l'idée, c'est pas forcément de transformer le bois en électricité. On a besoin aussi de se chauffer. Oui, oui. Non, mais parce que tout à l'heure. Oui, mais il y a aussi de la gestion intelligente des forêts. L'idée, c'est pas de couper à blanc. Toute coupe à blanc, de toute façon, est une aberration, est une hérésie. Mais parce que c'est géré industriellement et mal géré. Parce que c'est mal géré. Mais il y a des projets citoyens où justement il y a une gestion intelligente, locale, où la production, il y a même des expériences en Auvergne-Rhône-Alpes et en Normandie qui sont en train d'émerger pour gérer intelligemment les haies bocagères, pour les couper avec une, je ne suis pas spécialiste, mais à peu près tous les 6 ans, de façon à générer du bois, ce qui fait une filière courte, locale et intelligente, parce que ça donne de l'activité aux agriculteurs, ça permet de produire des déchets, enfin des haies, de couper les haies et d'en faire un produit pour alimenter des chaudières, des petits réseaux de chaleur locaux. La totalité de la haie ou Juste ce qu'il faut. Juste, voilà. Il y en a qui connaissent les têtards, les coupes têtards. Donc, je veux dire, il ne faut pas tout rejeter en bloc. Il y a des choses qui se font intelligemment. Il y a des choses, effectivement, qui se font de manière industrielle, non réfléchie et non durable. Mais il y a aussi des solutions qui sont plus durables. On va passer à une autre question. Alors, le numéro 3 devait être le monsieur, oui, je pense, là au milieu. Allez-y, monsieur. En fait, au début de l'histoire de l'EPR, il me semble qu'il y avait une association en Normandie qui s'appelle Virage Énergie et qui avait fait un document « Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3,3 milliards ?» Donc, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore de cette association? Parce que, en fait, du coup, avec 19 milliards... C'est les 7 vents qui avaient fait les 7 vents du Cotentin. Les 7 vents du Cotentin. Et maintenant, les 7 vents. Est-ce que ça existe encore ou... Oui, ça existe encore. Est-ce que ça pourrait être rigolo de mettre un jour avec 20 milliards? C'est marrant ce que vous dites, parce que je suis salariée des 7 vents. Et Laure Noala, qui est une journaliste de Reporter, a demandé à ce qu'on ressorte cette étude pour en faire un documentaire. Donc c'est de cette semaine. C'est marrant que vous en parliez là, comme ça. Mais par contre, je voulais juste dire, Virage Énergie n'est pas en Normandie, c'est une association qui est dans les Hauts-de-France, mais qui agissent beaucoup sur la sobriété. Et dans le centre aussi, et dans le centre Virage Énergie. Ah, peut-être, mais je connais en fait le... Alors, monsieur, je crois qu'il n'avait pas fini. Des Hauts-de-France. On va laisser finir, monsieur. Allez-y, monsieur. J'avais un deuxième point. Donc, dans le cadre d'énergie citoyenne, pourquoi vous ne parlez pas de l'autoconsommation collective? Parce que c'est un sujet vaste comme ça. On peut y passer la soirée, voire la journée. Oui, mais dans le cadre de l'énergie citoyenne, c'est drôlement important. Parce qu'on peut produire et garantir un prix de production d'électricité sur une vingtaine d'années, en prix suivant plein de scénarios. Mais on peut garantir un prix d'électricité à 20 centimes, suivant comment ça se gère, alors qu'on sait qu'inéluctablement, le prix du courant, il va grimper. Donc garantir un prix d'électricité à 20 ans pour des autres citoyens, c'est quand même formidable. Alors oui, tout à fait. Je l'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure en disant les citoyens décident, le collectif citoyen, enfin la structure décide de ce qu'elle fait de l'énergie produite, soit en vente totale, donc elle revend l'électricité sur le réseau, soit en autoconsommation individuelle ou collective. Mais effectivement, c'est un sujet très important sur lequel on travaille, sur lequel Enercop travaille. Je vois Manuel qui est là-bas dans le fond. Oui, effectivement, il y a beaucoup de communes aussi qui travaillent sur ces sujets-là. Oui, oui, c'est pas forcément simple à mettre en œuvre, mais c'est très intéressant, effectivement, à étudier et à creuser. Oui, tout à fait. Dans les Vosges, on a 4 projets très précis qui démarrent sur l'autoconsommation collective. Oui, oui, tout à fait.
Je voudrais juste rajouter sur l'étude des 7 vents, je me souviens très bien, puisque je suis plus tout jeune maintenant, qu'à l'époque, on avait trouvé absolument formidable les résultats de cette étude qui montraient qu'avec les 3,3 milliards de l'EPR, si on les mettait dans les renouvelables, on avait plus d'emplois, plus d'électricité, plus de démocratie. On était loin de penser à l'époque qu'en fait, on n'avait pas droit à 3,3 milliards, mais à 21 milliards ou plus. Donc, vous imaginez les résultats de l'étude. Alors ensuite, derrière... Oui, vas-y. Vas-y. Ouais, moi j'étais un peu surpris d'entendre qu'on intériorisait la justification de l'EPR. Je t'ai entendu dire on va avoir besoin de plus d'électricité à l'avenir, électrification, etc. En fait, ça, c'est un discours performatif du lobby nucléaire qui cherche à justifier l'EPR, alors que, en fait, quand tu regardes la consommation, en 2002, on consommait 440 TWh, aujourd'hui on est à 438, on a baissé de près de 30 TWh en 2 ans, il y a eu un pic en 2021, on a baissé de 33 TWh. Le lobby nucléaire nous dit en 2035 on va consommer 640 TWh, on va augmenter de 200 TWh en 12 ans, ce n'est jamais arrivé. À moins d'intérioriser le fait que demain on va tous rouler avec des 4x4 de 2 tonnes à l'électricité, qu'on sera tous en 5G et qu'on va tous regarder 24/24 des vidéos en Full HD. Donc pour moi, la transition et les débats sur le granulé ou l'agrivoltaïsme ou l'éolien, en fait, on a tous plein de raisons de s'opposer à tous ces trucs-là, parce qu'en fait, on n'a pas mis en place la transition. Si à un moment on se dit on consomme moins, et en fait, vraiment, moi, je regarde aujourd'hui les courbes de consommation. On a fait un peu en 2010, on a augmenté, puis on baisse, et on nous dit, à partir du moment où on va construire l'EPR, pof, ça va augmenter. Mais n'importe quoi, ça ne va pas augmenter, ça n'augmente pas, et en fait, du coup, c'est la seule critique que j'ai de ton doc, Guillaume, à un moment, on disait coûteux, dangereux et inutile. On va injecter 67 milliards d'euros pour produire quoi? L'EPR de Flamanville, en 2006, on nous disait c'est une vitrine à l'exportation et une volonté de maintenir l'expertise technique. C'était pas pour produire l'électricité. Et les 6 qui vont venir maintenant, c'est pour garder cette compétence technique. Ce n'est pas un projet d'électricité. Et ça, il faut se le mettre dans le crâne, parce que en fait, on est en train de claquer des milliards d'euros, 67 overnight, hein, donc ça veut dire 100 milliards à la fin, sur quelque chose dont on n'a pas besoin. Voilà, et ça, vraiment, le fait d'un moment resituer le débat sur, mais au fait, pourquoi on est là et à quoi ça sert ce truc qu'on nous impose? Et en fait, on se dit tout simplement, bah, c'est uniquement parce qu'il y a des mineurs de l'école des mines qui ont envie de faire joujou avec le pognon, quoi. Je voulais juste quand même dire, indépendamment du fait que, effectivement, il faut qu'on baisse, et il y a des prévisions de baisse, mais même dans le scénario Négawatt qui met en avant la sobriété énergétique, et c'est vraiment le premier levier, indépendamment de ça, il dit aussi qu'on va devoir remplacer les énergies fossiles par d'autres usages. Et c'est là qu'on va devoir à la fois baisser notre consommation et en même temps, il va y avoir quand même une augmentation des usages électriques. Et c'est à ça qu'on est confronté dans les années à venir. Voilà, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Alors, après, oui, le monsieur au fond, je me rappelle que vous ayez levé la main. Oui. Dans le paysage nucléaire, vous n'avez pas parlé de Rosatom, qui est un acteur important, même très important, je crois, et à qui, si je ne me trompe pas, je ne suis pas trop sûr, mais on achète aussi du combustible enrichi. Alors, entre autres manœuvres à Bruxelles, Macron a aussi réussi à faire en sorte que le nucléaire ne fasse absolument pas partie des sanctions contre la Russie, parce que la France continue à imperturbablement un énorme business avec la Russie pour de l'uranium de retraitement réenrichi, pour plein de choses, pour envoyer aussi quelques petites saloperies radioactives, parce qu'en Sibérie, ils ont de la place, donc ils prennent ça en échange de pas mal d'argent, etc. Donc effectivement,
on déteste la Russie, on ne leur parle jamais, sauf pour le nucléaire. Là, ils sont très gentils, évidemment, tout d'un coup. Donc, effectivement, c'est un scandale permanent. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, les choses s'amélioreront lorsque, collectivement, les êtres humains sur Terre deviendront raisonnables. Donc, il y en a encore un peu de boulot. Mais Rosatom en tant que constructeur aussi. Alors, Rosatom, vous voyez, construit, ça fait partie des rares constructeurs qui font encore des centrales nucléaires. Par exemple, notre ami démocrate Erdogan en Turquie a inauguré en 2023 pour les 100 ans de la République turque la centrale, j'arrive plus à dire le nom là parce que c'est compliqué, la centrale nucléaire. Mais en fait, il l'a inauguré, ils ont fait un faux lancement, mais elle est toujours pas terminée. Effectivement, c'est les Russes qui construisent cette centrale et il y a quelques projets, même certains pays africains, au lieu de développer le solaire ou autre, qui sont prêts à mettre des centaines de milliards pour acquérir leur indépendance, disent-ils. C'est-à-dire que si jamais le projet se fait, les Russes vont leur construire une centrale et ensuite le pays sera à la merci des Russes. Si le pays ne fait pas ce que les Russes leur disent, les Russes leur diront ben, nous allons arrêter votre centrale nucléaire. Donc c'est une hérésie absolue. Mais à nouveau, hein, il y a quelques projets par les Russes, des centrales en construction en Chine, par les Chinois, principalement en Chine, hein, quasi rien à l'exportation. Et donc à nouveau, le nucléaire ne se développe absolument pas. On l'a vu, il y a quelques réacteurs en construction sur Terre, mais c'est négligeable par rapport à ce qui se passe à côté. Mais à nouveau, je redis aussi, hein, j'ai pas dit que les renouvelables c'était merveilleux, qu'il n'y avait aucun travers, hein, et qu'effectivement vouloir toujours produire plus, même en renouvelable, pour consommer plus, ça reste une hérésie absolue. Y avait-il une autre question au fond? J'ai vu le monsieur là-bas, mais je crois bien que j'avais vu une main se lever tout à l'heure. J'avais compté 6 et... Oui, monsieur, et après... Ah oui, pardon, excusez-moi, je vous ai oublié. Le monsieur au fond, vous, et après le monsieur là-bas. Et madame aussi, pardon, excusez-moi. Et relevez la main 2 fois, monsieur, si vous... C'était juste une remarque. Dans l'équation, peut-être qu'il manque l'aspect militaire du nucléaire. C'est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas de lien au niveau technologique et ingénierie entre ces deux univers qui souvent nous sont présentés de façon un peu... Il y a beaucoup d'autres sujets que je n'ai pas pu aborder parce que c'est beaucoup trop long, le nucléaire militaire, la fusion nucléaire, les surgénérateurs, tout ce qu'on nous promet, Bill Gates qui paraît-il investit tous les 4 matins dans des réacteurs magiques qui vont régler tous les problèmes, la filière thorium, l'uranium c'est mal, mais avec le thorium, le nucléaire va devenir merveilleux, tout un tas d'hérésies absolues. Je pourrais vous développer ça, mais il faudrait une autre soirée. Ok, monsieur... Madame et monsieur, et puis après, on va s'arrêter, je pense. Allez, c'est monsieur. Je vais essayer de faire rapide. Un peu plus fort. Donc, en fait, c'est sur la question de la présentation, parce que, effectivement, je bouillais intérieurement et j'ai été satisfait à la fin quand vous avez commencé à parler de sobriété et au final du scénario négawatt. Donc, il faut parler un peu plus fort, monsieur. Mon rêve, c'est qu'on, avant qu'on se lance dans ce type d'action, qu'on ait une réflexion collective sur nos modes de vie pour arriver à cette sobriété. Parce qu'il faut diviser par 2 notre consommation énergétique globale. Et donc c'est pour ça qu'il y aura une partie qui va basculer vers l'électricité. Donc relativement l'électricité va augmenter. Parce que l'électricité, le moteur électrique, c'est un moteur efficace qui a un bon rendement. Bon, après il y a plein d'autres défauts. Mais il y a au moins cet avantage-là. Enfin voilà, j'en dis pas plus parce qu'on est tous fatigués. Très bien. Madame? Oui, je reviens un petit peu en arrière, mais je voulais savoir si on avait une idée du montant des sanctions financières que nous avons payées pour les retards de réacteurs que nous construisons dans les pays étrangers, et notamment ce qu'on a pu payer à la Finlande, parce que ça, ce sont bien sûr les contribuables qui agissent, en fait, parce que l'État a dû prendre en charge ce que EDF ne pouvait pas rembourser. Voilà.
Alors ça mériterait des enquêtes de journalistes très poussées, avec vraiment des investigations, parce qu'effectivement, on ne sait pas combien nous a coûté le PR de Finlande, qui a été bradé par Anne Lauvergeon à la Finlande. 3 milliards, il devait être construit en 4 ans, il a été construit en 19 ans. Donc c'est des milliards et des milliards, combien en plus, mais c'est forcément nous qui les avons payés. Les Chinois, je vous ai parlé de l'EPR, le premier, pour lequel il y a des fuites très importantes de produits radioactifs à l'intérieur, qui a obligé le réacteur à être arrêté 1 an. Il est évident qu'à un moment donné, les Chinois présentent la facture aux Français en disant « votre réacteur nous coûte tant, c'est nous qui payons », ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comment savoir tout ça? Il faudrait des investigations qui restent à mener. Oui, mais on est dans une filière qui est extrêmement... Opacité totale. Opacité, voilà. Parce que si les chiffres étaient connus et révélés, je pense qu'à ce moment-là, il y aurait 99% des citoyens qui diraient « faut arrêter tout ». Voilà, c'est pour ça que... Monsieur? Oui, je voudrais faire suite à la remarque là, sur Rosatom, peut-être préciser des infos, et puis finir par une ou deux questions. Donc il y a 75% du combustible, c'est ça notre combustible en France qui vient de Rosatom, de la Russie. Ah non, pas 75%. Pas 75. Non. L'essentiel du combustible, on achète l'uranium à différents pays. Alors on est passé, on est beaucoup moins maintenant en Afrique, au Niger. On est beaucoup dans les dictatures d'Asie centrale parce que c'est plus pratique. C'est pas forcément Rosatom, non. Oui, mais ça peut être le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Le combustible final, c'est... En Australie, au Canada aussi. Une fois préparé pour venir dans nos centrales. Ah non, la France enrichit quand même une bonne partie de son uranium dans l'usine Georges Besse 2, à côté au Tricastin. Ouais, quand même. On importe aussi du combustible enrichi, mais c'est quand même pas du tout aux 75%, c'est même faible. Donc, on a vu que Macron s'oppose à ce qu'il y ait des rétorsions ou des sanctions pour le nucléaire, parce qu'on a quand même besoin de ce combustible préparé par Rosatom en Russie. Absolument. Et alors, à peu près dans le même moment, pour moi, j'ai vu que Macron, il a reçu 2 personnalités qui sont impactées, c'est peu de le dire, donc qui sont Volodymyr Zelensky, là, le président ukrainien, et aussi la veuve de l'opposant à Poutine qui est mort au goulag, dont j'hésite à essayer de prononcer le nom là. Navalny. Et voilà, Navalny. Et donc, j'aurais voulu savoir quelles sont leurs réactions s'ils en ont, parce que là, on est face à une contradiction où ils sont vraiment au minimum le cul entre deux chaises, si j'ose dire. Et quelles informations on peut supposer qu'ils ont de cette situation, et quelle provocation auprès d'eux a été faite ou pourrait être faite, parce qu'il semble que là, il y a un gap, quoi. Il y a un nœud, il y a une tromperie à dénoncer, au minimum. Écoutez, moi déjà je pense que Zelensky, dans un premier temps, il aimerait bien que la centrale de Zaporijia ne soit pas bombardée, qu'elle n'explose pas, et aussi d'autres centrales nucléaires, mais aussi thermiques, dont les Ukrainiens ont besoin. Mais moi, je n'ai pas d'informations particulières spécifiques sur cette question. Je ne suis pas capable de répondre. C'est bon? Ok, c'est voilà. Bon. On n'oublie pas la manif. Enfin, oui, pardon. La manif. On n'oublie pas la manif demain 14h30, mais je pense que là tout le monde doit être au courant. Merci tout le monde. Une chance. Ah oui, Navalny. Personne n'était en procès devant vos dessins.